Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence La Révolution impressionniste. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On attend plus de 350 participants aujourd'hui. Vous êtes nombreux et nombreuses intéressés par le sujet. Donc cette conférence est présentée par Claire Greby, qui est conférencière intermède depuis des années chez Intermed. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez, 2024, nous fêterons les 150 ans du mouvement impressionniste. Et à cette occasion, l'Agence de voyage culturel Intermed vous propose une journée au temps des impressionnistes à Giverny, à l'occasion du festival Normandie impressionniste. Plusieurs dates sont proposées. Mercredi 15 mai avec Tatiana Mignot. Ensuite, nous avons le 30 mai 2024 avec Marie-Édith de la Fournière. Puis le mercredi 12 juin avec Didier Bouchard. C'est à partir de 210 € par personne et du coup, c'est toute une journée à Giverny. Et ensuite, nous vous proposons également une croisière sur la scène des impressionnistes de Paris à Honfleur. C'est un circuit de 6 jours, 5 nuits. Le prochain départ sera le 14 mai jusqu'au 19 mai avec Marie-Hélène Calvignac, mais il me semble qu'on est complet pour cette date-là. Ne vous en faites pas, nous vous proposons également de faire cette croisière en septembre. Donc du 24 septembre au 29 septembre, ce sera avec Marie Lombard, à partir de 2190 € par personne. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web www.intermed.com ou à contacter notre service client. Merci pour votre écoute. Je laisse la parole à Claire Greby et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis venue présenter en cette année, en effet, anniversaire de la première exposition impressionniste, une conférence sur l'impressionnisme en général. Je ne vais pas traiter uniquement de la première exposition, je vais en parler un petit peu, mais je vais essayer de ne pas m'attarder puisque Tatiana Mignot va vous présenter l'exposition qui se déroule à Orsay et qui elle-même essaye de reconstituer la première exposition impressionniste qui a eu lieu en avril 1874. Donc bien entendu, je vais l'évoquer, mais je vais élargir le propos et donc parler de notre époque qui n'est pas moins féconde que les anciennes en motifs sublimes. On peut affirmer que puisque tous les peuples ont eu leur beauté, nous avons inévitablement la nôtre. Donc, je vais bien évidemment recontextualiser le sujet, notamment par rapport au milieu artistique de l'époque, quels ont été les enjeux de ce mouvement impressionniste et en quoi celui-ci a-t-il constitué une révolution, une rupture ou non par rapport à l'art contemporain, donc à l'art qui lui était contemporain, puisqu'il y a l'impressionnisme n'est pas unique, le seul art contemporain de la période. Il y a notamment tous les artistes qui émanent du mouvement académique qui reste encore très très vivace, bien sûr. Et en fait, on va voir que les impressionnistes vont progressivement se mettre en retrait, en rupture, en tout cas devenir indépendants par rapport à l'académie et de plus en plus basculer vers le marché de l'art qui va connaître un essor extrêmement important en raison justement de l'histoire très particulière de ce mouvement. Et je terminerai également en montrant quelle a été la postérité de l'impressionnisme et en particulier dans le domaine de la série. Et donc, quelle a été la postérité peut-être de l'un ou du plus impressionniste des impressionnistes, c'est-à-dire Monet, qui va jouer un rôle prépondérant dans une partie des avant-gardes artistiques, notamment américaines, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un petit peu ce panorama que nous allons suivre. Et dans un premier temps, avant de vous parler de la première exposition impressionniste, je précise encore une fois, sur laquelle je ne m'attarderai pas trop, je voulais quand même évoquer quelle a été la rupture, en tout cas au moins une rupture partielle, donc de l'organisation de cette exposition impressionniste
par rapport justement au mouvement académique et en particulier par rapport au salon. Donc, vous voyez sur les 2 illustrations que je vous propose sur l'écran, eh bien, on voit arriver beaucoup de personnes et qui vont regarder beaucoup de tableaux. Alors, ça aurait pu être un simple musée. En l'occurrence, il s'agit d'une présentation qui est temporaire et qui est organisée donc tous les ans par justement l'Académie des Beaux-Arts. Cette Académie des Beaux-Arts qui, je vous le rappelle, est née au XVIIe siècle en France. Donc elle est née au début du règne de Louis XIV. Elle va faire l'objet d'une grande réforme au début du règne personnel de Louis XIV, devenir d'ailleurs un instrument du pouvoir, du rayonnement de la propagande royale, ça c'est certain. Mais cette académie, il faut pas l'oublier, elle est née du mouvement académique qui est né en Italie. Et ce mouvement académique lui-même s'est développé au XVIe siècle en Italie, dans la deuxième partie de la Renaissance, mais il est issu des débats, justement, qui étaient des débats qui tournaient autour du rôle de l'artiste et de la définition de l'artiste, de ce qu'était qu'un artiste par rapport à un artisan. Alors, faut pas oublier une chose, hein, donc je schématise à grands traits. Jusqu'à la Renaissance, ceux que nous appelons artistes n'étaient pas considérés comme des artistes, mais étaient des artisans. Ils relevaient de métiers, hein, donc d'un système de corporation, et donc on les considérait comme étant des travailleurs manuels, avec une technicité, mais pas avec une capacité à inventer, à intellectualiser les choses. Les choses changent progressivement entre le XIVe et le XVe siècle, et ça va être le grand combat des artistes, Michel-Ange, Raphaël et Léonard en tête, de se faire reconnaître comme des artistes, donc de dire que les artistes avaient la capacité à inventer, avaient la capacité de mettre en scène, avaient la capacité de varier, et que ce qui était à la source de cette invention, c'était le dessin. Donc en italien, le dessin, ça, disegno, ça se traduit par dessin en français, IN, mais donc ça veut aussi justement se traduire par dessin EIN, c'est-à-dire la conception. Le dessin, c'est le projet que vous avez avant. Donc, vous pensez avant de réaliser matériellement les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que Léonard définira de manière assez lapidaire en expliquant que la peinture était una cosa mentale, hein. Donc, on considère que cette phrase va annoncer le développement même de l'art conceptuel à partir donc de Marcel Duchamp. Donc, vous voyez qu'il était en effet très en avance sur son temps. Donc, pour se démarquer des artisans. Pour sortir aussi du carcan des métiers, les artistes vont commencer à créer ce qu'ils appelleront des académies, hein, donc en reprenant un terme antique. Et donc dans les académies, on va bien évidemment apprendre à dessiner, mais on va aussi prononcer des conférences pour montrer que la peinture, c'est un art aussi intellectuel que les arts mathématiques, que l'architecture, que la musique, que la poésie, hein. Donc on veut mettre la peinture sur les mêmes niveaux. Donc, faut pas oublier ça. Quand vous allez à l'académie, ça veut dire que vous n'êtes plus un artisan. Donc, vous ne faites plus que recopier la nature ou les carnets de vos maîtres prédécesseurs, mais vous êtes capable aussi d'inventer. C'est pourquoi la peinture la plus prestigieuse, la plus importante, va être la peinture d'histoire, c'est-à-dire celle qui représente des thèmes d'histoire, donc épopée, etc., ou bien des scènes de mythologie ou également des scènes religieuses. Donc ça, c'est le haut du panier. Mais dans le mouvement académique, on avait aussi différentes catégories, comme la catégorie scène de genre, portrait, paysage, et en bas du panier, mais vraiment en bas, la nature morte, hein. Par exemple, un artiste comme Chardin, au XVIIIe siècle, a beaucoup souffert de n'être que, entre guillemets, peintre de nature morte. Donc ça, ce sont ces catégories qui vont progressivement être gommées, et notamment par le mouvement impressionniste, hein, qui va donner une importance très grande, en particulier au paysage, mais aussi bien sûr à la nature morte. Mais surtout, euh, pour faire une carrière importante et pour avoir pignon sur rue, il fallait mieux faire les beaux-arts. Et si on n'avait pas fait les beaux-arts, il fallait être au minimum sélectionné au salon.
Donc, c'est ces salons que je vais vous présenter. Donc ces salons étaient bisannuels, après ils vont devenir annuels et à l'origine, il s'agissait d'une exposition qui se tenait dans le salon carré du Louvre, d'où le terme générique de salon. Donc si vous allez au salon de l'agriculture, eh bien ça vient aussi, de cette tradition, donc du salon artistique au Louvre, hein. Donc tous les salons que vous voyez, quel que soit leur thème, sont, issus du premier salon qui était celui du Louvre. Puis après, on va déplacer le salon parce qu'il y aura de plus en plus d'artistes représentés, notamment au Palais de l'Industrie avec, par exemple, les grandes expositions universelles organisées sous le règne de Napoléon III. Et en fait, pour présenter son œuvre au salon, il fallait être sélectionné par un jury qui lui-même était émané en règle générale de l'académie. Donc c'était la plupart du temps des professeurs de l'académie qui sélectionnaient selon les critères esthétiques de l'académie, les tableaux. Donc il fallait déjà être sélectionné, ensuite il fallait être présenté et ensuite il fallait être accroché. Donc vous voyez que rapidement on mettait plutôt les grandes machines, les grands tableaux d'histoire au centre et les tableaux plus petits, moins intéressants sur les angles, etc. Enfin bref, là aussi il y avait toute une politique, voire même des intrigues, etc. Enfin bon, bref, c'était évidemment important. Donc, une fois que vous étiez montré au salon, on pouvait bénéficier d'une visibilité. Le fin du fin, c'était d'obtenir une médaille, médaille d'or, de bronze ou d'argent. Et quand vous aviez une médaille, vous pouviez ensuite être présenté au salon des années suivantes. Donc à ce moment-là, la carrière était lancée. C'était une sorte de label de qualité et on savait que par la suite, on obtiendrait donc des ventes, hein. On serait connu, on serait reconnu en province si on était originaire de province. Enfin bon, ça c'était comme quand on était prix de Rome, évidemment, c'était extrêmement prestigieux. Donc ça veut dire qu'on serait à peu près certain de pouvoir vivre de son art, ce qui n'était pas du tout évident parce qu'il y avait quand même pléthore d'artistes, donc il y avait une offre gigantesque et même s'il y avait beaucoup de demandes, la demande ne suivait pas complètement l'offre. Donc ça, c'est la problématique de nos jeunes artistes qui vont d'abord essayer de présenter leurs œuvres au salon, mais n'y arrivant pas complète du tout ou n'y arrivant pas autant qu'ils le souhaitaient, ils vont progressivement décider de s'organiser par eux-mêmes en donc fondant une association et en présentant leurs œuvres justement donc dans différents lieux qu'ils louaient. Et c'est ce qui va donner naissance aux expositions que l'on appellera les expositions impressionnistes, hein. Donc ça, je laisse le soin à Tatiana de vous expliquer plus en détail cela, mais voilà, je voulais juste remettre au départ le contexte général. Et ah, j'ai perdu. Alors excusez-moi, je ne vois plus. Excusez-moi. Donc j'avais perdu mon image, je l'ai retrouvée, donc tout va bien parce que je ne voyais plus ce que je commentais. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de monde, hein, c'était le dernier endroit où l'on cause et on ne pouvait pas forcément acheter hein, des tableaux. On pouvait après se mettre en relation avec l'artiste pour pouvoir acheter justement un tableau qui vous avait plu. Et l'État aussi pouvait acheter des tableaux à l'issue de ces salons. Et souvent l'État évidemment se servait en premier ou d'autres collectivités hein, comme par exemple une préfecture éventuellement, une mairie, etc. Donc les mairies pouvant acheter des tableaux pour les placer dans leur musée, hein, puisqu'on avait déjà des grands musées qui étaient importants, de Rouen à Lille, en passant par Lyon ou par exemple Dijon. Donc voilà cet événement qui était évidemment crucial pour tous les artistes pour se faire bien connaître. Et évidemment, l'enjeu était essentiel pour leur carrière, ce qui explique le tollé qui va avoir lieu en 1863. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'âge d'or du règne de Napoléon III. Et là, cette année-là, on avait refusé plus de 1500 jeunes artistes. Donc, ces jeunes artistes, évidemment, étaient ulcérés, avaient un sentiment d'injustice et de désespoir pour certains, hein, parce qu'il fallait quand même bien qu'ils arrivent à se faire connaître et à vendre leur toile. Donc, l'empereur Napoléon III, en veine de libéralisme, eh bien, autorise ces refusés à exposer dans une annexe du Palais de l'Industrie.
justement en 1863. Donc c'est ce qu'on va appeler le salon des refusés. Et il faut imaginer qu'il y a eu beaucoup de monde à ce salon des refusés, mais pas forcément pour des raisons très plaisantes pour les artistes, puisque en effet, eh bien, il va y avoir, par exemple, le scandale du déjeuner sur l'herbe. Donc vous reconnaissez tous le tableau de Manet, hein, le déjeuner sur l'herbe, et c'est un tableau que beaucoup de spectateurs allaient voir pour se gausser, se moquer. Ça a été très très bien évoqué d'ailleurs dans l'œuvre de Zola, hein, d'Émile Zola, qui connaissait très très bien le milieu de ces jeunes artistes, puisque vous savez que son ami d'enfance était Cézanne, et Cézanne a été sans doute l'artiste impressionniste le plus moqué, hein, le plus traîné dans la boue, qui a essuyé la critique la plus violente. Et auparavant, Manet a dû subir cela. Et vous voyez que ici, ce déjeuner sur l'herbe a choqué énormément. Alors, vous vous rappelez pourquoi il a choqué? D'abord parce qu'il présente une femme nue au milieu d'hommes habillés. Ceci dit, on n'était pas très choqué dans le concert champêtre du Louvre, qui à l'époque était attribué à Titien, de voir aussi une femme nue entourée d'hommes habillés en costume contemporain. Donc finalement, c'était pas si choquant à certaines périodes, ça l'est devenu par la suite. Mais il y a d'autres éléments qui étaient choquants. D'abord, le visage très clairement reconnaissable de Victorine Meurent, qui était une jeune femme, un jeune modèle avec beaucoup de personnalité, donc qui comme beaucoup de modèles à l'époque, flirtait un petit peu avec la prostitution, mais qui a été peintre aussi et qui a été très apprécié par Manet, qui l'a représenté à plusieurs reprises, notamment aussi sur l'Olympia, dans l'Olympia, hein, j'y reviendrai. Mais ce qui choquait aussi, donc c'est la référence à un visage très contemporain, très connu, à une époque où la prostitution était extrêmement développée et où, d'une certaine manière, beaucoup d'artistes, Manet en tête et Degas par la suite, mettront un petit peu les spectateurs qui eux-mêmes fréquentaient le demi-monde en face un petit peu de leur mode de vie, hein, d'une certaine manière. Donc, on va montrer, on tend à la société un miroir qui n'est pas forcément celui flatteur que l'on attendait. Et puis, il y a aussi la façon de représenter ce nu féminin, c'est-à-dire que justement, on s'éloigne vraiment, hein, là, des canons académiques. C'est-à-dire que dans l'académie, on représente le nu féminin ou masculin, c'est vraiment extrêmement important. C'est même la sélection pour rentrer à l'académie. Le plus souvent, c'est de réaliser un dessin d'un nu masculin. Mais ce nu, il ne faut pas le représenter exactement tel qu'il est et tel qu'on le voit, mais il faut l'idéaliser. Parce que si on représente ce nu tel qu'on le voit, eh bien, ça veut dire qu'on ne fait que copier la réalité. Donc, on régresse, on redevient un artisan et on n'est plus un artiste. Hein, donc, capable d'idéaliser au sens néoplatonicien du terme et capable également justement d'améliorer la nature et de représenter quelque chose qu'il n'a pas sous les yeux. Donc, en fait, on n'est pas uniquement dans la copie. Hein. Donc ça, c'est pas un des moindres paradoxes. Donc vous voyez Victorine Meurent avec sa jambe un peu courte, son gros pied, assez grand d'ailleurs, hein, que reprendra et qu'amplifiera Picasso plus tard, a évidemment choqué. On n'est plus non plus dans le rendu des glacis sur le plan de la nudité. Et vous voyez que l'arrière-plan est brossé très rapidement, un peu comme un grand décor de théâtre. Et c'est d'autant plus choquant que le tableau est grand. Donc il a vraiment le format de la peinture d'histoire sans vouloir faire les concessions à l'art de la peinture d'histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête pour expliquer pourquoi ça a vraiment révulsé, hein, un grand nombre de spectateurs, au même titre que certaines œuvres d'art contemporain actuellement peuvent révulser. Donc, c'est au tour de Manet. Vous voyez ici ce tableau de Fantin-Latour. Hein, on retrouve justement donc le chef de file qui est Manet entouré par le grand Basile qui mourra en 1870. On peut reconnaître aussi évidemment Cézanne, Zola, etc. Donc c'est autour de Manet que un premier groupe va s'agréger et soutenant aussi le maître qui va faire un autre scandale avec cet Olympia
justement de Manet, donc qui pourtant s'inscrit dans une longue tradition qui remonte elle aussi au Quattrocento, Quattrocento, Cinquecento. Donc on est vraiment à la fin du 15e, début 16e siècle. Donc ces grandes Vénus à l'anguille étendue, ça rappelle bien évidemment la Vénus d'Urbino par exemple. Et on retrouve Victorine Meurant sur une superbe nature morte, justement avec des gammes de blanc assez extraordinaires, mais toujours cette brosse extrêmement rapide, toujours cette espèce de cerne qu'on avait justement estompée avec le sfumato de Léonard de Vinci, et très loin justement des glacis qui étaient destinés à idéaliser, à photoshopper entre guillemets la nudité justement de la jeune femme. Donc et en plus ici de nouveau la thématique renvoie très clairement à une courtisane qui vient de recevoir de la part sans doute d'un de ses protecteurs un magnifique bouquet, ou alors d'un homme qui a bien l'intention effectivement d'obtenir les faveurs de la dame. Donc vous voyez que ce tableau a été tout de suite comparé à justement cette Vénus de Cabanel, elle aussi conservée au musée d'Orsay. Et Alexandre Cabanel donc peint une Vénus qui est aussi une nudité qui à la limite est encore plus lascive que justement la Vénus enfin notre Olympia plus stable, plus calme et moins provocatrice d'une certaine manière donc que la Vénus de Cabanel qui nous regarde justement entre ses paupières qui filtrent. Donc vous voyez qu'il y a un érotisme qui est certain, mais comme la thématique c'est une Vénus, donc on sort d'un contexte trop précis, trop prosaïque d'une certaine manière, et que le corps est idéalisé. Donc vous voyez que même si les formes sont rondes pour justement notre esthétique de notre époque, vous voyez la jambe est allongée, les attaches sont très fines, les pieds sont tout petits, donc on a posé des roses là où il fallait. Donc vous voyez que tout est vraiment idéalisé, porcelanné, au point d'ailleurs que Émile Zola compara justement cette Vénus à donc à de la pâte d'amande en défendant évidemment l'Olympiade de Manet. Et vous voyez qu'ici on fait l'apologie, donc vous voyez les critiques font l'apologie de la Vénus de Cabanel en disant Vénus règne au salon de 1863, peintres et sculpteurs se sont efforcés à l'envi de remonter jusqu'à la source de toute beauté. C'est Monsieur Cabanel qui s'est élevé le plus haut dans cette tentative. Sa naissance de Vénus est le plus grand succès de l'exposition. Et un autre va écrire la qualité de la peinture est parfaitement en harmonie avec la façon dont le tableau est composé. Les chairs sont idéales et divines et point pétries des matières grossières dont vit l'humanité. Monsieur Cabanel n'a pas oublié que Vénus se nourrit de nectar et d'ambroisie et qu'il ne pouvait trouver pour un pareil corps trop de tons nacrés et tendres. Donc vous voyez qu'il sait flatter l'œil de son public tout en représentant quand même un tableau avec une charge érotique évidente, mais tout ceci étant encore de bon ton, de bon goût, voilà. Alors qu'on va reprocher bien évidemment son mauvais goût à l'Olympia. Donc vous voyez qu'ici, vous voyez quelques autres critiques, parce qu'on écrit beaucoup dans ces journaux du Second Empire qui annoncent la virulence de la Troisième République. Quand las de songer Olympia s'éveille, le printemps entre au bras du doux messager noir. C'est l'esclave à la nuit amoureuse pareille qui vient fleurir le jour, délicieux à voir, l'auguste jeune fille en qui la flamme veille. Donc ça, c'était la poésie, mais en fait, regardez la violence des critiques qui écrivent Olympia, quelle Olympia, une courtisane sans doute, alors qu'on savait très bien que toutes les jeunes femmes qui posaient relevaient plus ou moins plutôt plus que moins du demi-monde. L'auguste jeune fille est une courtisane, une vierge sale, une sorte de gorille femelle. Donc vous voyez que le texte est très très virulent, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, donc vous voyez ces caricatures qui vont paraître dans le Figaro, dans le Charivari, etc. L'expression du visage est celle d'un être prématuré et vicieux, le corps d'une couleur faisandée, parce qu'on trouvait qu'il était trop jaune, qu'il n'y avait pas justement les glacis, rappelle l'horreur de la morgue. Une hideuse négresse, vêtue de rose, tient à côté d'elle un bouquet d'une douteuse allégorie, tandis qu'un chat noir, faisant le gros dos, vient sur le drap imprimer avec ses pattes la trace non équivoque du lieu où il a marché. Donc vous voyez cette critique de Monsieur de Jankévitch qui est vraiment terrible, et on va aussi reprocher la technique. Tout est dessiné avec du charbon tout autour et de la pommade au milieu. Donc en fait vraiment on conteste même à Manet sa capacité à être peintre.
comme on comparera le balcon donc avec la peinture de bâtiment. Et néanmoins, ce succès, ce scandale va beaucoup affecter Manet, qui d'ailleurs ne participera jamais à aucune exposition impressionniste, parce que l'année de l'exposition impressionniste, il est enfin retenu au salon, et donc lui, il veut avoir des honneurs. Hein. Manet, même s'il ne fait aucune concession par rapport à sa peinture au niveau technique, il fait des concessions par rapport aux institutions. Hein. Donc lui est issu de la grande bourgeoisie et il veut être reconnu au salon. Et vous voyez ici, on va retrouver un jeune épigone de Manet. Vous avez peut-être reconnu justement Cézanne, donc Paul Cézanne, qui va rendre hommage justement à Manet en représentant une moderne Olympia. Donc ça, c'est un petit tableau. Il n'est pas très très grand, il doit faire une cinquantaine à peine de centimètres, peut-être même moins, 40 de hauteur. Il est conservé aussi au musée d'Orsay. Et vous voyez que c'est donc Cézanne dans sa pleine veine impressionniste, avec cette touche extrêmement vibrante, presque floue justement. Hein. D'ailleurs, c'est une des grandes accusations que l'on fera par rapport aux artistes impressionnistes, hein, c'est de peindre flou. Et vous voyez qu'il reprend l'Olympia, donc on retrouve les mêmes protagonistes comme justement la jeune courtisane étendue sur le lit, dévoilée hein, par sa servante noire qui elle est complètement nue, mais se voile avec le drap qu'elle est en train de se soulever. Et ce qui était évoqué mais non représenté, à savoir le client, lui est bien là, sur son divan, sur son sofa, et on peut sans doute y voir là un autoportrait de Cézanne. Alors, c'est ce type de tableau qui a fait que Cézanne a littéralement été insulté. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, il en a été quand même assez ulcéré et qu'il était refusé très régulièrement. Comme une vision voluptueuse, ce coin de paradis artificiel a suffoqué les plus braves, et Monsieur Cézanne n'apparaît plus que comme une espèce de fou, agité en peignant du délirium très mince. Donc vous voyez que comme la touche est floue, on va considérer que c'est une main tremblante, peu sûre d'elle et d'un alcoolique qui l'a peinte. Et ça va profondément blessé Cézanne, même si il savait qu'il était encore plus provocateur que ses autres compagnons et qu'il se doutait des risques qu'il prenait. Mais bon, après, ça a été quand même assez difficile pour lui d'encaisser tout ça. Donc, voici ce que je voulais vous dire un petit peu pour l'accueil donc de cette première exposition impressionniste. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, toujours parce que je vous renvoie à la conférence que vous pourrez voir en direct ou en replay de Tatiana, donc sur l'exposition, la première exposition impressionniste. Mais je voulais évoquer de quelle manière autre que le pur scandale, les impressionnistes ont pu rompre avec justement les autres courants artistiques plus classiques entre guillemets. Alors, je vous l'ai dit, donc déjà, les impressionnistes s'organisent en association et ils commencent à vouloir vraiment s'émanciper du salon et à exposer par eux-mêmes. Alors, les expositions impressionnistes vont quand même donner de la notoriété, mais plutôt négative, aux peintres. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs certains d'entre eux, en cours de route, renonceront, comme Monet, Renoir, à y exposer, hein, pour essayer de se rapprocher du salon. Hein, parce que ça, les 7 expositions, les 8 expositions qui ont lieu entre 1874 et 1886 n'arrivent pas vraiment à les faire vendre. En revanche, ces expositions vont quand même les faire attirer l'attention de marchands d'art plus audacieux, à commencer par Durand-Ruel. Et Durand-Ruel va commencer à acquérir des tableaux impressionnistes, ceux de Monet en tête, sachant très bien qu'il n'allait pas les vendre tout de suite, mais en vue de faire un placement, et puis parce que c'est une peinture qu'il aimait, hein, qu'il souhaitait défendre. Et au bout d'une dizaine d'années, n'arrivant pas complètement à les vendre, il va se rapprocher du marché américain, et c'est là que ça va vraiment bien, bien lancer la carrière de Monet, qui était quand même âgé de plus d'une quarantaine d'années, qui avait 8 enfants à charge, hein, puisqu'il avait ses 2 enfants issus de son union avec Camille Doncieux, qui était morte, et puis les 6 enfants de sa compagne, donc Alice Ochédé, et il fallait bien nourrir toute cette petite famille. Donc il avait une situation compliquée, ce qui explique qu'à un moment donné, il va se rapprocher du salon et renoncer aux expositions impressionnistes, hein, parce qu'il avait quand même des problématiques que n'avait pas Degas. Hein. Degas, il appartenait à la grande bourgeoisie, donc il avait déjà moins de problèmes financiers, et puis il n'avait pas de famille à entretenir. Donc ça lui laissait une plus grande liberté, comme
celle de Caillebotte aussi, Gustave Caillebotte, qui lui a toujours protégé ses amis en les soutenant financièrement, en leur achetant aussi beaucoup d'œuvres. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes, hein, d'un artiste à l'autre. Et puis il a affronté aussi l'hostilité du public, c'est pas toujours non plus évident pour tout le monde. Donc les artistes vont progressivement se rapprocher des marchands, de leurs marchands, et on peut dire que à partir de la fin des années 1880, eh bien, ce sont les marchands d'art les plus visionnaires qui vont commencer à jouer un rôle bien plus important en matière d'avant-garde artistique que ce que le salon avait fait auparavant, hein. Donc là, on a vraiment une bascule, mais une bascule qui va se faire sur pratiquement une vingtaine d'années. Enfin, au moins une bonne quinzaine d'années. Donc, ça a été un processus un peu long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après les impressionnistes, par exemple, lorsqu'il y a eu le scandale en 1905 du salon d'automne autour du fauvisme, eh bien là, tout de suite, le marché de l'art va s'emparer des fauves et les fauves vont vendre très vite, immédiatement après ce scandale. C'est-à-dire que là où les impressionnistes ont fait scandale, mais ne sont pas arrivés à vendre immédiatement, il a fallu attendre plus d'une décennie quasiment pour qu'ils vendent bien, et pas tous encore, hein, Sisley n'arrive jamais à vendre très, très bien, eh bien, les fauves, eux, vont être lancés parce que le marché de l'art, après, va avoir très peur de passer à côté, justement, de grands génies. Donc ça, on peut dire que les impressionnistes aussi ont ouvert une brèche, ont ouvert une route, ont creusé un sillon dans lequel va s'engouffrer tout le marché de l'art jusqu'à nos jours, même si maintenant, les marchands d'art peuvent encore avoir un rôle important, mais certains artistes essayent maintenant de prendre en main par le biais des possibilités d'internet leur propre vente. C'est pas le cas de tous, hein, mais ils essayent de le faire de façon plus personnelle pour échapper justement à l'emprise d'un marchand d'art. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est ce qu'on a appelé un regard différent, un regard moderne. Alors c'est pour ça que j'avais cité Baudelaire sans au départ, mais le regard moderne, il est déjà évoqué par le biais d'écrivains qui vont chanter l'idée qu'on est dans un monde en pleine effervescence quand même, hein, dans ces 3 dernières décennies du XVIIe siècle, du 20e, 19e siècle, pardon. Paris en particulier connaît une métamorphose extraordinaire. La ville n'a jamais été autant bouleversée que ça, avec les travaux d'Haussmann qui perdurent largement après la chute de Napoléon III. Donc on a vraiment une ville nouvelle, une modernité aussi qui est liée au développement donc industriel, au développement de la vitesse avec le train, avec une nouvelle, des nouvelles sociabilités, donc la bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, la petite bourgeoisie qui peut aller habiter en banlieue, hein, ou aller le week-end en banlieue, parce qu'il y a les trains de banlieue qui vont quand même changer la donne par rapport aux loisirs, hein, par exemple. Donc tout ceci, évidemment, va être traité par les impressionnistes. Ce ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Donc là encore, je vous renvoie à l'exposition de 1874 où vous verrez qu'il y a un comparatif qui a été fait avec le salon officiel de 1874 et vous verrez qu'il y a des thèmes parallèles à ceux des impressionnistes. Néanmoins, les impressionnistes vont beaucoup plus loin que les peintres plus académiques dans la façon dont ils vont traiter cette modernité. Donc, vous voyez par exemple la thématique du flâneur est très très souvent reprise et en particulier par un artiste qui a fait partie du mouvement impressionniste, même si lui, c'est pas forcément l'artiste du plénérisme et de la sensation fugitive, de la lumière et de ses palpitations sur un feuillage ou sur un visage. Ce qui intéresse Degas, c'est la modernité notamment et le mouvement. Et là, on le voit très, très bien dans ce tableau qui s'appelle Place de la Concorde et qui se trouve donc au musée de l'Ermitage. Alors, ce tableau, vous le verrez peut-être sur des livres plus anciens, il est noté comme disparu. Hein, parce que on pensait qu'il avait été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, et en réalité, il a fait partie des œuvres qui ont été rapportées par l'armée rouge en Russie. Donc, il a été présenté depuis une trentaine d'années à l'Ermitage, mais il sort pas de Russie de toute façon. Bon, maintenant bien sûr, mais depuis longtemps parce que le gouvernement russe ne veut pas les rendre à ses anciens propriétaires ou aux ayants droit en fait. Donc c'est un tableau qui est très intéressant. Il n'est pas très grand lui non plus. Il doit faire là aussi une cinquantaine de centimètres sur 70 de large. Et vous voyez que il témoigne, il représente les choses comme un instantané. Alors il faut dire aussi que la peinture subissait
bien évidemment les assauts de la concurrence de la photographie, hein. Donc la photographie dont les techniques ne cessaient de se perfectionner, qui restait certes encore en noir et blanc, mais dont les temps de pause avaient sérieusement été réduits dans les années 1870, par exemple. Et donc la photographie pouvait représenter justement ces bouleversements de la cité de façon extrêmement efficace, sans avoir à idéaliser. Mais comme on a vu que les impressionnistes, eux, justement, ils ne voulaient plus idéaliser les choses, donc c'est vrai que ça posait une certaine complication. Mais Degas va traiter les choses de sa manière à lui, donc influencé par des cadrages photographiques, influencé également par les estampes japonaises. Vous vous souvenez hein, que le japonisme prend un essor toujours plus grand, stimulé aussi par le dialogue, son ouverture, donc par force, hein, sous les coups du Commodore Perry, et d'autre part par la présentation aussi d'œuvres japonaises dans les expositions universelles, et notamment à compter de celle de 1867, qui a été fondamentale pour l'intérêt, la curiosité suscitée par les œuvres japonaises. Donc vous voyez, vous avez des cadrages, vous avez une ligne d'horizon qui remonte très très vite, une diagonale, et donc, vous voyez qu'on a aussi un effet, ce qu'on appellerait métonymique, qui est quelque chose de très caractéristique des illustrations japonaises, c'est-à-dire la partie pour le tout. Au lieu de vous présenter donc un verger de cerisier fleuri, on vous présente une branche de cerisier fleuri et on fait confiance au spectateur pour imaginer le reste. Donc, vous voyez que la place de la Concorde, elle est tronquée. Elle n'est pas vue dans son ensemble. On n'a pas un beau paysage panoramique, mais on a une fraction, un fragment. Et c'est vrai qu'on a une sorte d'esthétique du fragment, hein, d'une certaine manière, dans l'impressionniste. Et vous voyez que vous avez des personnages qui rentrent dans le champ, d'autres qui semblent sortir du champ, et qui vont créer vraiment une dynamique particulière. Et presque un support à une œuvre littéraire, parce qu'on pourrait très bien partir de ce tableau-là et essayer vous prenez votre plume et vous écrivez la suite, ou vous prenez votre clavier et vous décidez à écrire la suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homme est avec ses petites filles? Est-ce que c'est un père qui promène ses filles? Est-ce que c'est plutôt, ils n'ont pas l'air d'aller dans la même direction. Donc, est-ce que ce sont deux fillettes qui doivent sans doute suivre leur mère ou leur gouvernante et qui partent dans une autre direction, hein. En même temps, vous voyez, les deux fillettes avec l'homme paraissent être un petit peu en harmonie hein, sur le plan du vêtement. Donc, peut-être qu'ils font partie quand même de la même famille. On n'aura pas la réponse. De toute façon, le titre du tableau ne permet pas. Et puis, vous avez aussi, si vous regardez à gauche, un homme qui flâne et qui observe. Et un peu comme le peintre d'ailleurs devait flâner et observer, comme l'écrivain flânait et observait. Hein. Parce que c'était vraiment un exercice de style d'écrire ce que l'on avait vu, ces sensations que l'on avait quand on marchait, quand on déambulait dans Paris, aussi bien d'ailleurs pour les écrivains étrangers que pour les écrivains français. Et en fait, de nouveau, vous voyez, les impressionnistes reprennent cette idée-là. Et on le verra bien aussi d'une certaine manière chez Caillebotte. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en reprenant ça, eh bien, d'une certaine manière, les impressionnistes se mettent sur le même plan que les artistes de la Renaissance, comme George John, qui mettaient leur peinture sur le même plan que la littérature et en particulier que la poésie, en reprenant le vers d'Horace, ou de Pictura Poesis. Donc, vous voyez qu'il y a une ambition, hein, c'est pas uniquement une sensation fugitive, etc. Les impressionnistes sont des peintres cultivés. Ils ont vraiment comme ambition de moderniser la peinture, mais pas forcément de tourner le dos complètement à cette idée de l'artiste, à cette sacralisation de l'artiste. Donc, vous voyez qu'on va avoir des critiques comme Duranty qui insiste justement dans la nouvelle peinture que la première idée, a été d'enlever la cloison qui sépare l'atelier de la vie commune. Il fallait sortir le peintre de sa tabatière et le ramener parmi les hommes dans le monde. Donc, il y a aussi cette notion de vie. Hein, de vie qui est importante, c'est-à-dire que on veut vraiment introduire la vie contemporaine. Ça, c'est vraiment un souci à une époque où, justement, par l'académisme, on sentait quand même que cet académisme commençait à sentir la naphtaline. Autant l'académisme avait vraiment accompagné hein, le développement, la modernisation de la peinture pendant 3 siècles, voire même presque 4, autant là, on sentait que ça stagnait hein, au niveau de la peinture, de la même façon que les architectes vont commencer à se poser des questions en se disant, mais on a un art où on ne fait que de l'éclectisme, on ne fait que citer des périodes précédentes et on n'a pas un style contemporain. Hein. On parle du style Louis XVI, de style voilà jusqu'à Louis-Philippe, mais après plus de style.
Donc, on aura une même interrogation qui va donner naissance à l'Art nouveau et les impressionnistes, là-dessus, ils sont pionniers finalement par rapport à ça, hein. Donc, ils l'ont peut-être pas au départ fait complètement consciemment, mais ils vont le refaire. Alors vous avez, voyez ici, ça c'est un tableau, qui représente justement une rue de Paris, qui se trouve, je crois dans une collection américaine et regardez, là aussi, on a quelque chose alors c'est, le style est très différent de celui de Degas, mais finalement, on nous place encore une fois dans le regard d'un homme, hein, plutôt, parce que l'homme, il regarde dans la rue comme ça. Et déjà, les jeunes femmes, c'est pas qu'elles se promenaient pas toutes seules dans la rue, mais une jeune femme de bonne famille ne se promenait pas trop toute seule parce qu'elle a été considérée comme disponible, hein, dans le regard masculin de l'époque, ça ne se faisait pas trop. Donc, une jeune femme seule, elle pouvait être abordée. Donc, on parle de harcèlement de rue, mais c'était vraiment quelque chose de complètement contemporain à l'époque. Et vous voyez que, évidemment, quand on se promène, et d'ailleurs on le voit dans les textes des flâneurs de l'époque, ils vont être attirés par une chevelure. Donc là, vous voyez une chevelure rousse extrait presque animal, ou alors par une cheville qui s'est dévoilée quand une jeune femme descend d'un fiacre ou en monte ou monte sur un trottoir, etc. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Et là, vous voyez qu'ici on est frappé entre le flou, mais vraiment le flou, presque l'estompe, presque donc de l'arrière-plan du tableau avec cette notion de mouvement. Donc vous voyez que c'est très, très novateur là aussi, hein. Ça semble annoncer presque justement les tableaux de Munch, alors qui traitera ça de façon plus expressionniste, mais on voit des gens qui arrivent sur le trottoir en face et qui vous croisent et c'est une sorte d'ultra moderne solitude avant la lettre. Là, on montre cette effervescence, cette agitation parisienne, ce grouillement de personnes. On devine, vous voyez, une hippomobile derrière bien, bien chargée avec des gens visiblement au-dessus. Donc, le monde sur les trottoirs, etc. Vous voyez, il y a un homme qui tourne le dos à la jeune femme au premier plan et qui a un haut de forme et qui semble discuter avec une jeune femme justement dans la rue. Donc, dans les codes de l'époque, il est en train d'aborder cette jeune femme, en fait, hein, parce qu'on ne s'arrête pas au milieu d'un trottoir pour se rencontrer quand on fait partie de la bonne société. On va aller dans un salon de thé, etc. Ou alors dans un salon effectivement privé. Et là, vous voyez cette jeune fille qui est là, qui était effectivement Alice Charigot, hein, le modèle est bientôt la compagne de Renoir. On retrouve bien sa joue ronde, ses lèvres pulpeuses. Et vous voyez, elle avance et tout d'un coup, elle rentre dans le champ, hein, là aussi. Et elle va traverser. Et on sait que ça va être une vision parce que soit notre homme qui regarde, donc c'est nous, le spectateur, qui regardons, on va avoir le courage d'aller l'aborder, soit on va simplement la suivre des yeux parce que on va la trouver jolie. Et vous voyez, tout ceci va être peint avec cette dynamique. Donc, vous voyez cette grande diagonale, mais qui est légèrement floutée, hein, qui montre vraiment Renoir au sommet de sa technique impressionniste, vraiment floue justement, pour montrer cette impression de persistance rétinienne, mais qui floute un petit peu les choses. Vous voyez qu'il va renforcer ça, comme si on passait au mode majeur dans ces hachures du premier plan et puis ce travail absolument jubilatoire dans le rendu du chapeau, de la chevelure, de la carnation féminine, qui sont aussi un hommage à la peinture du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que là encore, tous nos artistes ne disent pas qu'ils tournent complètement le dos à la tradition de la peinture française. Et Renoir, moins qu'un autre, hein, bien évidemment. Donc on va retrouver toujours cette vision du Paris de la modernité, alors qui a été peint par d'autres artistes, mais pas de cette manière-là. Notamment, justement, c'est ce quartier de l'Opéra, le quartier de l'Europe, les quartiers aussi autour de la Comédie Française. Et vous voyez qu'on prend un point de vue surplombant pour montrer toujours cette animation des rues parisiennes. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Pissarro va représenter cette rue, mais on voit bien qu'il a plu aussi. Donc là, vous en savez quelque chose depuis quelques mois. Donc, il pleut à Paris et les pavés luisants vont devenir aussi un objet de représentation poétique. Donc, c'est vrai qu'ils vont nous montrer de la beauté là où on aurait trouvé que c'était prosaïque, que c'était quotidien, que c'était laid justement. Normalement, on essaye d'adoucir les choses ou de vous transporter dans un univers hors du temps ou dans le passé ou
au moins en idéalisant la réalité. Là, on va vous montrer capter cette poésie du quotidien avec beaucoup de subtilité. Vous happez aussi toujours dans le mouvement, la dynamique, puisque cette place-là, vous voyez, vous avez 3 passants qui sont là au milieu. Quand on va détourner la tête et regarder 3 minutes plus tard, ces passants n'y seront plus. Les fiacres, auront avancé, il y en aura d'autres. Peut-être que même la lumière va bouger, puisque vous voyez que effectivement les nuages semblent quand même poussés par le vent. Donc peut-être qu'il va y avoir un rayon de soleil qui va apparaître ou un nuage plus important qui va justement se développer. Donc vous voyez que c'est ces scènes d'instantané et un Paris contemporain véritablement dans lequel on vous immerge et que soi-même on pouvait regarder de haut. Alors vous voyez qu'on retrouve Pissarro avec les grands boulevards, là aussi très animés, donc toujours avec ces trottoirs qui étaient relativement nouveaux à Paris et qui vont commencer à porter des coups au succès des passages couverts, puisque avec ces trottoirs sur lesquels on se crottait pas plus les pieds et puis qui étaient éclairés par un éclairage public au gaz et puis bientôt à l'électricité, les grandes vitrines des grands magasins qui vont bientôt apparaître. Donc, vous voyez qu'évidemment, c'est un nouveau Paris qui pousse littéralement. Et donc, on retrouve encore une fois cette espèce de composition qui vous aspire. Et toujours, vous voyez les immeubles haussmanniens avec les balcons filants au deuxième et au cinquième niveau, ces toits de zinc qui vont être classés par l'UNESCO, et ces petits personnages qui sont représentés à l'aide de quelques taches, et toujours ici ce mélange d'humidité, presque de neige fondue, qui est disposé au premier plan. Alors, Pissarro, et c'est là aussi cette nouveauté sur laquelle je reviendrai à la fin de la conférence, c'est-à-dire les séries. On n'est pas très loin de la série, là, avec sur le boulevard Montmartre, qui montre que, vous voyez, là aussi, c'est un paysage urbain, mais même si c'est un paysage urbain, il ne cesse d'évoluer, notamment en raison d'un éclairage donc naturel dans la journée et d'un éclairage complètement artificiel le soir. Donc c'est un autre Paris, un Paris festif, avec ces fils de fiacre que vous voyez au niveau gauche, qui sont eux-mêmes éclairés. Donc on a déjà presque les phares avant la lettre, les réverbères aussi, c'est le même réverbère que vous avez pu voir sur la composition d'avant. Mais vous voyez que selon l'éclairage, il est légèrement vu en avant ou en retrait, et il vient caler la composition, là aussi de façon très japonisante, très 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 métonymique. Alors, ces toits de Paris, eh bien, vont devenir un sujet à part entière, notamment chez Caillebotte, qui va être sensible justement à cette poésie des toits, alors qui va tellement inspirer les mises en scène de la bohème. Je pense à Zeffirelli, ou aux films hollywoodiens sur la bohème à Paris. Donc ça, c'est presque incontournable. Et vous voyez, en effet, ces toits qui vont être magnifiés par la neige, une neige qui n'est pas sale sur les toits puisqu'on ne peut pas y marcher dessus, donc elle ne va pas être mélangée debout, et qui vient feutrer, adoucir et poétiser justement la composition. Et vous constatez que chez Caillebotte, il y a toujours, comme d'ailleurs chez Pissarro, mais peut-être encore de façon encore plus nette chez Caillebotte, une structure extrêmement vigoureuse de l'architecture et des diagonales, des perspectives. Donc lui, il n'abandonne pas du tout la ligne droite, il la dissout pas du tout, il la reprécise de façon extrêmement personnelle. Alors, on va retrouver justement Caillebotte qui va nous mettre à l'intérieur, de fait. Donc là, on va voir le paysage que l'on a pu voir. On va regarder celui qui regarde ce paysage. Donc, vous voyez, il y a une sorte presque de mise en abîme, de citation, avec cet homme à la fenêtre qui visiblement appartient à la bonne bourgeoisie, puisque les ouvriers étaient vêtus souvent de blouse avec une casquette. Les bourgeois avaient la redingote et donc le chapeau. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, le fait qu'il ait gardé son chapeau à l'intérieur. En général, on le retire, mais c'est sans doute aussi pour donner cette masse noire et très structurée, encore une fois, à la composition, créer justement un effet de relief, puisque lui n'écrase pas du tout son paysage, au contraire, il va chercher à donner de la monumentalité et justement du modelé. Et vous voyez que ici, c'est une merveille de composition en jouant entre l'architecture parisienne, avec notamment donc les immeubles haussmanniens, les garde-corps, donc qui sont structurés, qui créent des courbes qui sont peut-être un clin d'œil au renouveau du goût pour le style rocaille, qui avait bien été relancé notamment par les frères Goncourt. Et puis, donc, vous voyez ce reflet, ce très très beau reflet sur la fenêtre à droite, qui est aussi un petit clin d'œil là
au Paragone et de la Renaissance. Hein. Dans la Renaissance, vous vous souvenez peut-être que on faisait des comparaisons entre les arts et en particulier entre la sculpture et la peinture. Donc, les défenseurs de la supériorité de la sculpture disaient que la peinture était plate et ceux qui défendaient la peinture leur répondaient en mettant des miroirs ou des reflets. Donc, par exemple, vous avez Titien qui a été un des grands maîtres des reflets, ou même Piero della Francesca, et ça permettait de donner une tridimensionnalité au personnage représenté, puisqu'on le voit sous différents angles, mais en l'embrassant d'un seul regard. Et en même temps, ça magnifie, parce que vous avez quand même quelque chose de très poétique, de très délicat. Et puis, vous voyez qu'il utilise des couleurs qui pètent, c'est moins qu'on puisse dire, en jouant sur les complémentaires. Donc, vous avez notamment le store avec ses rayures blanches et rouges, qui évidemment est d'autant plus intense que on a justement les feuilles. On doit être à mi-avril à peu près, hein, donc les feuilles des platanes ou sont donc à leur apogée, donc avec un vert très tendre, presque acidulé, qui est encore neuf et qui met bien en valeur justement les taches de rouge, y compris ceux des fleurs dans la jardinière. Donc, Caillebotte qui va avoir son exposition aussi à l'automne. Donc, vous voyez ici cet intérieur de Caillebotte, où là, on revient vers quelque chose d'intimiste. Caillebotte qui ne s'entendait pas avec deux gars, mais pourtant, ils ont des thèmes qui peuvent se rejoindre, parce que ce sont ceux qui représentent le plus les personnages peut-être, et peut-être le moins les paysages de campagne en particulier, même si Caillebotte était un grand amateur d'horticulture. Et là, vous voyez ici, on a cette scène que là aussi, on pourrait interpréter d'une certaine manière comme on le veut, qui est presque du Hopper avant la lettre. Donc, avec ce couple, alors vous voyez, lui lit, elle lui tourne le dos. Alors, est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils se sont disputés? Est-ce qu'ils sont suffisamment complices pour ne plus avoir besoin de se parler tout le temps, c'est possible. Et en même temps, elle semble regarder de l'autre côté. On peut s'interroger sur ce qui est en face. Et en fait, vous voyez une partie de l'inscription au-dessus de sa tête, qui est l'hôtel donc de Saint-Pétersbourg. Donc après, on peut se demander si elle voit pas quelqu'un qu'elle connaît là, qu'elle aurait envie de rencontrer, ou pas du tout, si simplement elle regarde par la fenêtre parce qu'elle est curieuse, comme ça peut nous arriver souvent. Enfin bref, donc vous avez toutes sortes de possibilités sur une scène qui paraît assez anodine au premier abord et qui est de nouveau magnifiée par la texture de Caillebotte, avec notamment l'opposition entre ces formes très sombres qui semblent pas impressionnistes du tout, et puis vous voyez cette touche très frémissante, très délicate, et dans la dentelle notamment, et la réfraction de la lumière sur cette dentelle. Hein, donc on voit que c'est un artiste qui a longtemps été sous-estimé, Caillebotte, parce que lui-même était discret par rapport au mouvement, et dont la cote ne cesse de remonter, hein, avec les expositions et puis les coups de projecteur qu'on lui donne. Et vous savez que son tableau le plus célèbre, il se trouve justement à Chicago, et il représente lui aussi cette rue de Paris sous la pluie. Donc ça annonce le point de vue des frères Lumière, hein, avec justement la sortie des usines Lumière, ou encore une fois Munch qui va représenter cette solitude donc existentielle au milieu du monde. Là, c'est pas la solitude hein, qu'il évoque. Vous voyez, il vous montre un couple qui arrive devant vous, qui semble sortir du champ, hein, puisqu'on ne voit plus la partie inférieure de leur corps, et dont l'attention est attirée par quelque chose qui se passe à droite. Alors ça peut être un accident, ça peut être un cri, ou ça peut être quelque chose de très très anodin là encore. C'est à nous de compléter. Donc ça donne une grande confiance au spectateur, hein, parce que ça le laisse libre d'interpréter les choses. Et de nouveau, vous voyez cette utilisation d'un réverbère avec une couleur bien vert épinard, parce que ça faisait grincer les dents aux critiques. Et en même temps, vous voyez que c'est peint. Il y a eu des pochades, et lui, il repeint en atelier sur des formats plus grands. Hein. Il n'est pas du tout sur le motif. Ça n'a pas du tout été saisi en 3 minutes, hein, mais c'est le fruit donc d'un travail qui relève de la technique académique, hein, et de l'élaboration académique, c'est-à-dire avec croquis, dessins préparatoires, et puis après, justement, passage au grand format. Et vous voyez qu'il inverse sa perspective, mais là, il profite des perspectives naturelles, entre guillemets, du nouvel urbanisme de Paris, donc avec ces grandes avenues qui peuvent converger vers une place unique, et là, qui semble du coup diverger de notre regard. Donc, on a une perspective inversée, hein, ce qui la rend encore plus intéressante, en tout cas dans le rendu des bâtiments. Alors, on va continuer, et on va retrouver justement cet intérêt humaniste chez Manet,
autour de la gare Saint-Lazare, puisque le quartier de l'Europe, le quartier de la gare Saint-Lazare, le quartier de l'Opéra, qui sont tout nouveaux, évidemment fascinent, hein, et sont très très souvent représentés donc par les impressionnistes, qui d'ailleurs vont exposer boulevard des Capucines chez Nadar, hein, donc pour leur première exposition. Et vous voyez que Manet va représenter lui aussi la gare Saint-Lazare, comme le fera bien sûr Monet. Alors c'est intéressant de voir que c'est des points de vue qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, même si parfois dans les expositions, on confondait Manet et Monet, on félicitait Manet pardon, pour les paysages qu'il n'avait pas fait puisque c'était ceux de Monet, ce qui l'énervait un petit peu. Et là, vous voyez ici, donc cette gare Saint-Lazare, ou alors on voit un paysage et on a du mal à deviner la gare. Finalement, la gare, elle va être suggérée pratiquement exclusivement par la fumée de qui semble fasciner la fillette qui s'accroche au barreau, alors que de nouveau Victorine Meurant à gauche semble, elle, avoir juste été distraite de sa lecture, et on se demande ce qu'elle fait effectivement avec cette petite fille à côté sans s'occuper d'elle, hein. Donc on sent bien qu'il y a une sorte de prétexte. Alors c'est un magnifique morceau de peinture, là encore dans le rendu de la robe blanche amidonnée de la fillette, du travail sur le nœud. Et vous voyez les couleurs qui se correspondent entre les deux femmes, enfin la petite fille et la femme adulte, qui est presque finalement, vous voyez comme elles se tournent le dos, enfin elles sont opposées en attitude. Ça peut rappeler encore une fois, alors c'est peut-être pas volontaire du tout, hein, c'est peut-être une coïncidence, mais les Paragonés peinture sculpture, et ou peut-être l'idée aussi d'un devenir. Elle a été une petite fille et puis elle devient une femme adulte, etc. Ça, on peut le réinterpréter de cette manière, et vous voyez que la brosse est beaucoup plus rapide une nouvelle fois pour rendre ce qui est derrière la grille. Et c'est très audacieux aussi ce cadrage avec cette grille qui semble vous interrompre et même limiter la portée du regard. Donc ça, c'est quelque chose de très étonnant. Vous voyez Caillebotte peint un peu le même sujet, enfin le même sujet. Il est dans le même quartier de Paris, il va peindre le pont de l'Europe. Alors, ce pont de l'Europe, c'est aussi un de ces tableaux qui est très, très connu. Alors là, c'est un pont qui enjambe les rails de la gare Saint-Lazare, qui est sur la droite du tableau, et qu'on ne voit pas, là encore. Donc là, de nouveau, vous avez un effet un peu métonymique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la gare, mais on ne la voit pas parce qu'on s'adresse à un public qui est familier avec ce paysage. En même temps, c'est un nouveau quartier. Donc, vous voyez, le pont a changé, hein. Il a plus ces étrésillons qui structuraient magnifiquement la composition. Et si vous regardez attentivement, vous voyez qu'à droite, il y a un ouvrier. Donc ça, enfin, il appartient ou à manœuvre, etc. Vous voyez, il est vêtu donc d'une sorte de blouse paletot. Il a un genre de casquette, et vous voyez qu'il est dans l'attitude de la mélancolie. En fait, il a la main qui soutient la tête, comme la mélancolie Durer, comme Saint Jean au pied de la croix. Donc il y a un caractère contemplatif ici, qu'on s'attendrait pas à voir de la part d'un ouvrier, puisque la contemplation, elle est souvent aussi liée aux artistes, et la mélancolie en particulier. Donc la mélancolie et la dépression créatrice. Et normalement, bah voilà, l'ouvrier il travaille et puis il réfléchit peut-être pas. Enfin bon, en tout cas celui-ci réfléchit. Vous avez également donc tout au fond, vous apercevez un personnage à gauche qui traverse, et si vous regardez attentivement, ce personnage est en uniforme, et c'est quand même une référence très claire à la guerre de 1870, hein. Donc dans ce contexte-là, surtout que c'est la seule tache de couleur très très vive finalement qui soit sur le tableau, le reste étant un camailleux de brun gris et de crème. Et puis un couple, donc au niveau médian. Et alors, ça peut être interprété de différentes manières, là encore. Il y a des personnes qui voient un couple qui se promène, et pour d'autres personnes, l'homme est devant la femme et il se retourne parce que son attention a été attirée par la femme. Alors, normalement, quand on se promène en couple dans une rue, comme la dame, il faut la protéger, on lui tient le bras, et vous voyez, l'homme, il a une proportion nettement plus grande que la femme, donc il est quand même devant. Mais bon, si on fait des sondages, les interprétations sont très différentes de l'une et de l'autre. Et donc, je vous laisse libre de faire le choix. Et vous voyez, encore une fois, une perspective aussi très complexe, et des grandes lignes diagonales qui sont soulignées, encore une fois, par la présence de l'ombre, qui vont s'entrecroiser, s'opposer, et qui montrent cette espèce voilà, de crépitement de la vie
de rapidité, de fluidité aussi de la vie parisienne à cette époque, hein. Un peu la sensation qu'on aurait, nous, quand on va à New York, hein, de vitesse, d'énergie, etc., qui devait saisir les contemporains, enfin qui les saisissait quand ils étaient à Paris il y a 150 ans. Alors, Monet, lui aussi, a fait le pont de l'Europe, et vous voyez, d'un autre point de vue, et c'est là qu'on retrouve tout le génie spécifique de Monet et son art de dissoudre les formes, parce que lui, c'est moins les diagonales qui l'intéressent, c'est moins les rapports entre les passants qui l'intéressent que effectivement la lumière, les effets de fumée et les différentes qualités de fumée. Donc entre les nuages réels un tout petit peu saturés d'humidité et la vapeur donc des trains qui vont progressivement envahir de façon presque fantasmagorique ce nouveau paysage. Donc là, on est en contre-plongée. Vous voyez, le pont de l'Europe sur lequel on était tout à l'heure, il est au-dessus de nous maintenant. Et donc, vous voyez que là encore, on est dans une journée relativement grise, bon, donc assez ordinaire à Paris, et la seule tache de couleur importante, elle est donnée par un panneau que vous voyez dans le tiers médian à gauche du tableau, donc qui est un panneau de signalisation. Et vous voyez, nos impressionnistes sont parmi les premiers quand même à mettre en exergue des panneaux de signalisation, des réverbères, là où justement un peintre plus classique essaierait de les retirer, les gommer, etc. De la même façon que lorsqu'on fait une photo dans une rue, on va vouloir avoir tendance à retirer la publicité, à retirer l'échafaudage, etc., ou le feu rouge. Et en réalité, les impressionnistes, eux, ils s'en servent et ils vont magnifier ce qu'il peut y avoir de plus trivial. Donc ça, c'est ce qui fait toute la poésie de Monet, qui va, vous vous souvenez, être accueilli par le directeur de la gare Saint-Lazare, qui savait pas qui il était, qui pensait qu'il était un artiste très connu. Donc il était très flatté qu'un artiste pose son chevalet dans sa gare, et il avait demandé à des cheminots de pousser donc la vapeur le plus fort possible, hein. Donc on avait mis beaucoup de charbon pour faire le plus possible de vapeur au plus grand émerveillement de Monet. Donc vous voyez qu'il reprend cette gare Saint-Lazare. Cette fois-ci, on devine qu'il y a plus de soleil, c'est plus lumineux, et que cette diffraction lumineuse allait donner, avec des complémentaires extrêmement élégantes, vous voyez, entre des teintes qui tirent vers l'ocre orangé et la complémentaire gris ardoise bleue. Donc on adoucit un petit peu ce caractère complémentaire des couleurs, mais on l'utilise néanmoins. Et vous voyez toujours cette touche très fractionnée. Donc au lieu de lisser, de créer donc une surface extrêmement léchée, lisse, dans laquelle on voit absolument pas la touche du pinceau, on met en exergue la facture. Et ça aussi, hein, c'était quelque chose qui horrifiait littéralement les critiques académiques, qui trouvaient qu'on se moquait du monde et que c'était des pochades qu'on vous montrait. Et vous voyez qu'il prend en contre-plongée aussi le toit de la gare Saint-Lazare, qui était considéré comme très hideux, hein. Donc c'était un non-sujet en fait, hein. Et c'est pour ça que ça choquait terriblement. Et là, vous voyez, comme le temps est plus gris, et bien, vous voyez, la masse des locomotives va être structurée de façon plus sculpturale là ici, hein. Donc, vous voyez qu'il montre des sensations visuelles qui ne cessent d'évoluer, de se renouveler. Et on a déjà les prémices de la série dans ces gares Saint-Lazare qui correspondent à la pleine période impressionniste de Monet. Alors, Pissarro, lui aussi, va reprendre ces thèmes urbains, et Pissarro, à la fin de sa vie, dans les années 1890, s'installe à Éragny. Il s'installe à Éragny et il loue au départ un terrain, enfin, puis une maison, et en fait, son épouse, qui avait besoin de sécurité, lui demande de l'acheter. Donc, il n'est pas suffisamment riche. Il va faire un emprunt à Monet, qui lui commençait à gagner très bien sa vie, avait acheté, après l'avoir loué, le domaine donc la propriété de Giverny, et il veut rembourser sa dette, hein. Il veut vraiment rembourser le plus vite possible sa dette à Monet. Donc il va aller à Rouen à plusieurs reprises et faire des vues de Rouen. Donc là aussi, il s'installe dans un hôtel donc sur le quai, et il va peindre la circulation. Il va peindre aussi justement le pont Bois-el-Dieu, qui est voilà une sorte de carrefour extrêmement important entre la rive gauche et la rive droite,
Et là, on est sur la rive droite, mais en regardant vers la rive gauche, qui est le côté industriel de Rouen, hein, qui est le côté ouvrier, populaire de Rouen. Et de nouveau, on voit les échanges, les croisements entre les personnages, entre les fiacres, etc., les passants que l'on devine, et puis une activité donc autour du port, des dockers, des industries, de la fumée. C'était une période où les villes étaient très, très, très polluées, hein, notamment avec le chauffage au charbon. Et ça, on le ressent. Et en même temps, cette pollution, elle a été magnifiée par la touche impressionniste, hein. Cette pollution qui a donné naissance, par exemple, au fog à, à Londres et qui a inspiré aussi bien Whistler que Turner avant et que Monet quand il y est allé. Et on retrouve un peu un hommage, un clin d'œil aussi à Monet chez Pissarro, mais vous voyez, avec des structures. Lui, il dissout pas les formes, il n'est pas tenté par la dissolution des formes, hein. Vous voyez, au contraire, il va réutiliser la structure du quai, la structure des embarcations, des cheminées de bateaux, hein, et des cheminées d'usines. Voyez, et peut-être rend-il aussi hommage à la tradition de la peinture du siècle d'or hollandais, où les mâts venaient équilibrer l'horizontale de l'eau. Et puis on a aussi ces sensations sur l'eau qui sont essentielles chez les paysagistes impressionnistes, puisqu'évidemment le clapotement de l'eau crée des effets irisés, module, modifie en permanence justement le paysage qui s'y reflète. Lavoisier ici, donc l'autre quai, là où il va s'approcher justement de la zone la plus industrielle de Rouen, du travail des ouvriers, hein, qui ne négligent pas. Vous vous souvenez que Pissarro avait des idées anarchistes, donc son fils aussi, il publiait, etc. Bon, cela dit, pour Monet, qui avait les mêmes idées, il a peint aussi des débardeurs à un moment donné. Donc ça a été aussi un thème qu'ils ont souvent repris, parce que c'est vrai que c'était un spectacle, là aussi, auquel ils se sont beaucoup, beaucoup intéressés, beaucoup identifiés. Alors, petit clin d'œil justement à la modernité avec Seurat, alors qui n'est pas tout à fait impressionniste, mais post-impressionniste, et qui, je vous le rappelle, va faire un coup d'éclat lors de la dernière exposition impressionniste, en présentant un dimanche après-midi à la Grande Jatte en 1886, qui reprenait, qui argumentait, qui justement discutait avec l'impressionnisme, mais en essayant de montrer qu'on passait à une étape au-delà par l'intermédiaire du divisionnisme. Alors, je précise bien divisionnisme parce que Georges Seurat préférait utiliser ce terme de divisionnisme que de pointillisme, parce qu'il disait que la touche, la forme de la touche de peinture n'avait pas d'importance. En revanche, ce qui était important, c'était de diviser la couleur. Alors, cette division de la couleur, elle avait été largement employée par les impressionnistes, c'est-à-dire d'utiliser des touches de couleur pure et de ne pas les mélanger, de ne pas faire des mélanges voilà, des mélanges de couleurs sur la palette, mais de juxtaposer des touches de couleur pure sortant donc du tube. Hein, puisque depuis les années 1830, les peintres utilisaient majoritairement des tubes de peinture et n'étaient plus obligés de faire tout un mélange de couleurs en atelier. Donc, ce qui leur permettait de peindre sur le motif, mais pas uniquement, parce que beaucoup d'impressionnistes, et même Monet, à la fin, dans la deuxième partie de sa carrière, il repeignait beaucoup en atelier. Donc, on ne mélange plus les couleurs, on les juxtapose, et ça va leur permettre de donner une intensité chromatique et lumineuse plus grande. Donc ça a été théorisé par un physicien qui s'appelait Chevreul, dont les textes sont republiés à cette époque-là, et Seurat va s'emparer de cela de façon encore plus rigoureuse, plus presque psychorigide, hein, je dirais, que les impressionnistes, en mettant aussi, en faisant un parallèle entre les motifs et la taille des motifs représentés et la proportion de la touche. Pour un gros objet, on peut faire une touche plus grande. Pour un objet tout petit, on va minimiser la touche et la rendre plus petite. Donc ça, c'est aussi important. Et au lieu, pour un jaune, un vert, donc une couleur secondaire, au lieu de mélanger le bleu et le jaune sur la palette, on va juxtaposer une touche divisée, donc on va diviser la touche, on met une touche de jaune et à côté une touche de bleu. Et en reculant, notre œil fait le mélange optique, comme sur les pixels d'un écran, et ça va donner justement du vert, et un vert plus intense que si on avait mélangé cette couleur sur la palette. Donc ça, c'est le principe, hein, du divisionnisme.
et Seurat va s'y astreindre, sauf que Seurat est mort très jeune, donc on ne sait pas trop bien ce que sa peinture aurait pu donner, peut-être même de la peinture abstraite, hein, probablement, comme Mondrian, enfin je ne sais pas, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Et vous voyez qu'il représente la tour Eiffel, qui n'est pas encore complètement terminée. C'est l'un des premiers peintres à exhiber cette tour Eiffel qui était complètement décriée à l'époque, hein, ne l'oubliez pas, cette espèce de monstre de 300 mètres qui allait écraser Paris en tombant dessus. Et vous voyez que là, encore une fois, il embraye cette idée de la modernité aussi par son thème, par sa facture, par sa technique, mais aussi par son thème. Alors, d'autres thèmes de la modernité, ce sont les loisirs. Donc, je vous ai évoqué ces nouveaux loisirs qui vont être chantés par les impressionnistes, notamment les loisirs du nautique, hein, liés au bord de Seine, au bord de Marne, où on peut se rendre plus facilement grâce au train de banlieue le week-end. Donc, ça aussi, c'est très très bien évoqué dans les romans de Zola, hein. Si vous lisez Le Bonheur des Dames, vous voyez que le dimanche, jour de relâche, eh ben, on va se promener dans les guinguettes ou en forêt, etc. Parce que ça coûte pas cher. On prend un billet de train et puis on peut y aller. Et Caillebotte, qui avait sa propriété à Hyères, à la propriété de Hyères, parce que lui, il appartenait à la grande bourgeoisie industrielle et qu'il travaillait. Hein, il avait fait des brevets, il dessinait des bateaux. Enfin, c'est un homme qui a toujours été extrêmement actif et très sportif. Donc, il aimait faire ramer, canoter, mais il aimait aussi se baigner, et c'est ce qu'il va représenter ici avec ses baigneurs du bord de Lierre. Alors on voit quand même qu'il n'arrive pas à capter complètement la position, parce que là, notre plongeur à gauche s'apprête à faire un magnifique plat, on retrouve quand même cette espèce de combinaison de techniques traditionnelles et en même temps la thématique du loisir de plein air, et qui va être reprise par Monet et Renoir au bain de la Grenouillère de façon différente. Donc là, vous voyez, chez Monet, les personnages sont flous et ils sont troubles, ils sont esquissés vraiment avec 3-4 coups de pinceau. Donc là, ça faisait grincer des dents au jury qui sélectionnait les tableaux pour comment dirais-je, le salon. Et vous voyez que c'est de nouveau ce qui l'intéresse le plus, visiblement, c'est le reflet sur l'eau. On voit bien ces reflets des frondaisons sur l'eau, cette alternance de touches de couleurs pures, là aussi, qui alternent, donc ocre, jaune, grise, noir et également bleu, hein, bien sûr. Et regardez, chez Renoir, eh bien, c'est comme si on était avec une caméra et on va un tout petit peu zoomer quand même vers le groupe des personnages qui vont profiter de la guinguette et des joies de la baignade. Et donc, on devine des couples, on devine des robes rayées qui rappellent aussi Watteau, hein, encore une fois. Et vous voyez qu'on est plus dans l'atmosphère de la fête galante de Watteau que dans l'impressionnisme pur de Monet, même si la touche est complètement impressionniste, hein. Elle est même presque plus radicale, d'ailleurs, si vous regardez les reflets au premier plan, que celle de Monet. Mais vous voyez qu'il y a plus de détails, et y compris à droite, sur la balustrade, vous avez justement une sorte d'affiche qui doit peut-être évoquer les prix de la baignade, c'est fort possible, et qui montre aussi cette attention à la baignade. Alors ici, petite photo qui va évoquer le bateau atelier de Daubigny, notamment à Auvers-sur-Oise. Et ici, vous allez retrouver justement Manet, Monet, qui reprennent l'habitude de Daubigny, qui avait été le premier à peindre véritablement sur l'Oise, hein, donc dans son bateau atelier. Et on peut visiter encore le très très joli petit atelier de Daubigny et les appartements qui ont été peints, y compris par Corot, de motifs décoratifs donc à Auvers. Et là, vous voyez, Manet a représenté Monet sur son bateau atelier. Donc les deux peignaient chacun sur un bateau atelier, partaient ensemble. Monet est en train de peindre un paysage. On devine à l'intérieur de la petite cahute la silhouette de Camille Doncieux, donc la compagne et la mère des deux fils de Monet, qui va mourir de manière précoce. Et vous voyez qu'on retrouve la touche très nerveuse, très ferme et très vibrante de Manet, qui peint de façon impressionniste, même s'il a retravaillé ça en atelier, même s'il ne veut pas faire partie du groupe impressionniste, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Alors, on va retrouver donc ce goût des loisirs aussi sur les bateaux avec Caillebotte, là,
alors là, on s'approche de l'eau et là, on glisse. Alors, c'est quelqu'un qui dessinait des bateaux, hein, donc on sent que l'effet aérodynamique ou nautique, il va vraiment travailler dessus, qu'il est fasciné par justement la finesse de l'étrave. Et donc, on voit là, il nous fait bénéficier du plaisir qu'il a aussi à pagayer et à avancer, à ramer et à avancer, à gagner de la vitesse sur ces sortes de kayaks. Et là, on retrouve un peu cette même élan, donc avec un point de vue différent. Donc, vous voyez, qui rapprocherait plus les cadrages que les jeunes préfèrent en raison de l'influence du téléphone portable. Donc, on préfère effectivement le format portrait plutôt que paysage. Et vous voyez qu'on a encore un effet métonymique, puisque le bateau n'est pas complètement peint, comme si nous, on était dessus quasiment, hein, et qu'on avait pris la photo qu'on était en train de peindre directement sur ce bateau. Et on est vraiment immergé dans ces petits, justement, cette rivière et puis les petits méandres. On peut aller se perdre sous les frondaisons et connaître une impression de liberté, de temps suspendu. Alors, ce même Caillebotte, vous vous souvenez, le roi des grandes perspectives qui vous aspirent, a su aussi magnifier le travail de ces raboteurs de parquet. Et donc, non seulement il insiste sur la perspective, il héroïse quand même un travail très quotidien finalement, puisque pratiquement tous les immeubles haussmanniens avaient des parquets, donc il y avait de quoi faire, hein, bien évidemment. Et en même temps, il nous redonne la sensation instantanée du mouvement. Et ce mouvement, il est souligné par le geste des raboteurs, mais aussi par les copeaux, parce qu'on devine bien que ces copeaux sont fragiles et que s'il y a un peu de courant d'air, ils vont bouger. Et donc, ça va créer aussi une sorte de dynamique dans cette composition très marquée, de nouveau par l'influence de l'impressionnisme, du japonisme, excusez-moi. Et donc, Caillebotte est aussi toujours cet artiste très intéressant qui comme Degas, avec lequel ils s'entendaient très très moyennement, vont aussi faire beaucoup d'intérieurs de scènes de café. Hein. Alors les cafés, c'est pas nouveau, hein, ça a été développé dès la fin du XVIIe siècle en Europe, mais au XIXe siècle, le café est très très important. Et à Paris, on a ces grandes brasseries, ces grands cafés. Et là encore, vous avez ici quelque chose de presque méditatif, hein, avec ce personnage qui est presque provocateur, campé, les mains dans les poches. Donc vous voyez, il a une sorte de veste, mais c'est pas un frac, il n'a pas un haut de forme. Hein. Et on a aussi l'introduction de ce miroir. Et dans le miroir, comme d'ailleurs au bal des Folies Bergères de Manet, on a une autre histoire qui semble se raconter là. C'est-à-dire qu'au premier abord, vous avez au premier plan un homme qui semble réfléchir, méditer ou peut-être même discuter. Peut-être qu'on est en train d'avoir une conversation de comptoir. Sauf qu'il est en train de regarder la scène que l'on voit dans le miroir avec deux hommes face à face autour d'une table et l'homme qui est tout au bout, il a aussi l'attitude de la mélancolie. Donc il a la tête sur la main et donc on sait ça, il y a une sorte d'ultra moderne solitude là encore. Et vous voyez, ces hommes, eux, ils portaient des hautes formes, donc ils appartiennent à la bourgeoisie. Et de nouveau, troisième ouverture, donc en fait, on a toute une série de perspectives très complexes qui s'emboîtent, hein, de plans, puisqu'on a le premier plan formé par l'homme, le deuxième plan, la table pourpre sur laquelle il s'adosse, troisième plan, la banquette pourpre, quatrième plan, l'homme de dos, cinquième plan, la table autour, sixième plan, l'homme qui a et la banquette qui sont derrière, et derrière une ouverture avec de nouveau les frondaisons très vertes et les stores rayés qu'on a déjà vu tout à l'heure avec cet homme qui se penchait pour regarder le spectacle parisien. Alors vous voyez que Manet, lui aussi, a des thématiques qui ne sont pas très éloignées, donc il va représenter plusieurs scènes de café en faisant appel à la jeune femme, vous voyez, qui est en train de boire derrière, qui était une serveuse. Et vous voyez que, en fait, il a fait la même scène en pivotant un peu autour des personnages. Donc c'est les mêmes modèles. Donc vous voyez cet homme avec son chapeau de forme qui semble regarder le spectacle. Le spectacle qui est devant lui à droite, en fait, il est derrière la serveuse qui boit de la bière et derrière le boc de la serveuse qui boit de la bière. Vous voyez, c'est légèrement flouté. On devine la chanteuse qui est là face à son public. Vous voyez l'autre jeune femme à gauche qui appartient à cet univers, on ne sait pas trop bien si c'est une grisette, une ouvrière, etc., qui boit sa bière, qui fume une cigarette, donc une femme assez libre. Donc
susceptibles d'être abordés, bien évidemment, comme la serveuse. Et d'ailleurs, le mari de la serveuse avait demandé à être là pendant que Manet peignait, hein. Il n'avait pas tout à fait confiance. Et vous voyez que, regardez, on retrouve la même idée ici chez Manet avec cette scène au café où, vous voyez, la jeune femme est assise au café, toujours attitude un peu de la mélancolie, mais regard pas si mélancolique que ça, un petit peu narquois d'une certaine manière, et elle fume, elle aussi. Donc autant vous dire que c'est dans tous les codes de l'époque, c'est pas une jeune fille bien. Hein, et donc, alors beaucoup de femmes, on sait qu'il y avait 35 000 prostituées encartées par la police à Paris à l'époque, et que une partie aussi des jeunes femmes arrondissaient leur fin de mois en monnayant leur charme parce qu'elles étaient beaucoup moins bien payées que les hommes. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des scènes qui représentent la sortie d'usine des grisettes. On vient les chercher, enfin les midinettes, celles qui font un pique-nique dinette à midi, et qu'on vient chercher, et qui soit sont vraiment amoureuses de leurs amants, soit en échange de faveurs, et ben, on arrondit un peu leur fin de mois. Donc ça, c'était relativement fréquent. Et là, vous voyez ici, toujours les mêmes scènes, on est toujours dans le même café, mais vous voyez que la scène a un petit peu tourné. Et cette fois-ci, il représente donc la serveuse, mais qui est en train de servir, et notamment son mari, en fait. C'est son mari qui est là avec la blouse d'ouvrier, qui fume, et qui avait demandé à être présent pour éviter peut-être les, toute tentation à son épouse avec Manet. Et on devine de nouveau le spectacle derrière avec la danseuse, vous voyez. Et à droite, même scène, mais un peu plus près, et de nouveau, là, les visages des protagonistes qui semblent se télescoper, avec l'homme qui avait le chapeau de forme qui est derrière la pipe, la jeune femme qui est derrière, etc. Donc on a une sorte de télescopage qui influencera ensuite les cadrages cinématographiques, hein, donc par la suite. Et de nouveau ici, regardez dans cette scène, on est dans une sorte, sans doute dans une sorte de guinguette avec un jardin, un parc, etc. Regardez, le serveur a interrompu son activité, donc il tient visiblement un boc qu'il va servir, parce qu'il est très intéressé par la scène qui est en train de se passer sous ses yeux, c'est-à-dire visiblement une manœuvre d'approche, hein. Donc vous voyez que notre homme a une attitude très enveloppante avec la dame qui est là, qui paraît assez consentante d'ailleurs, hein. Donc là aussi, on pourrait imaginer un dialogue et on serait très tenté de compléter la scène, toujours avec cette touche diffractée propre à l'impressionniste, hein. Vous voyez, on va capter ces scènes-là, et Degas fait la même chose, mais lui aura tendance à tirer ça toujours vers quelque chose de peut-être plus grave d'une certaine manière, et particulièrement dans l'absinthe, puisque vous voyez qu'il va représenter aussi cette espèce d'abrutissement, de silence, de solitude extrême, qui est liée aussi à la consommation soit d'alcool, soit d'absinthe. Les deux modèles d'ailleurs qui ont posé pour lui avaient demandé qu'on mette un panneau pour dire qu'eux-mêmes n'étaient pas consommateurs d'absinthe ni alcooliques. Et vous voyez que vous avez deux personnages, mais là, le café, c'est plus le lieu de la sociabilité, hein, c'est le lieu où on s'abrutit, hein, parce que la vie est dure, aussi bien pour les ouvriers que pour les ouvrières, que la solitude peut être sans doute très grande. Donc vous voyez, vous pouvez avoir un couple, mais en même temps une solitude absolument extrême, et qui est rendue de façon aussi très très poignante. Et vous voyez que Manet, au bar des Folies Bergères, alors ça c'est un tableau qui est conservé au Courtauld Institute à Londres, et qui est aussi un tableau assez grand. Et vous voyez que là encore, on est dans une atmosphère très festive, très lumineuse, où vous voyez, vous avez cette serveuse qui est là, qui propose donc des spiritueux, des alcools, etc. Derrière elle, il y a un miroir, un très très grand miroir qui reflète justement cet univers du spectacle, qui peut être considéré aussi comme un univers de l'illusion, puisque le miroir c'est l'illusion, c'est pas réel. Ça montre quelque chose, mais c'est pas la réalité. C'est vu à travers le miroir, et vous voyez, ça démultiplie en même temps la lumière, le monde, le bruit, etc. Et on devine, alors si vous regardez attentivement, dans l'angle à gauche, vous avez les pieds d'une trapéziste sur un trapèze. Donc il faut vraiment le voir. Vous avez une espèce de lampe circulaire, et au-dessus de cette lampe à gauche, on devine les petits pieds de justement la trapéziste. Donc vous voyez ici la jeune femme, et alors il y a deux scènes. Donc il y a la jeune femme qui est là, les bras écartés, l'air un peu mélancolique, un peu pensif, un peu absent. Et en fait, si vous regardez à droite, il y a une autre scène, puisqu'on la voit en train de discuter avec un client, et ils semblent se rapprocher l'un de l'autre. Alors après, c'est presque le biais de la perspective, mais
elle, celle qui est en face, on a une jeune femme qui semble absente et très droite, alors que dans le miroir, on a une impression de complicité, qu'elle se rapproche pour parler à un homme. Alors peut-être parce qu'elle prend sa commande et qu'il y a du bruit, hein, pour entendre la commande, peut-être aussi parce qu'il lui fait des avances, parce qu'on savait que les serveuses, elles étaient considérées comme elles aussi extrêmement disponibles. Là encore, le peintre ne tranche pas, et il ne tranche pas non plus dans le titre qu'il a donné à son tableau, qui est quand même un de ses grands chefs-d'œuvre, avec des natures mortes au premier plan qui sont des véritables splendeurs. Et donc, vous voyez que c'est cette demoiselle Lala que l'on pouvait peut-être apercevoir, ou une autre trapéziste, au fond du bar aux Folies Bergères. Et là encore, justement, vous voyez ce point de vue vertigineux par Degas, donc assez audacieux, de voir en contre-plongée, donc pour vous donner cette impression aussi là aussi d'instantané, parce qu'elle ne va pas rester comme ça très très longtemps, notre trapéziste, alors qui est une jeune femme noire, hein, c'est une des personnages noirs qui a été peinte et qui était très très réputée, hein, donc comme acrobate, équilibriste, trapéziste, etc., et qui est en train de réaliser un numéro extrêmement périlleux. Donc c'est pour ça aussi, c'est ce point de vue très audacieux qui influencera plus tard là aussi les contre-plongées cinématographiques, qui veut essayer de montrer l'instant, hein, on imagine les roulements de tambour, etc., le suspense, l'anxiété, parce que ce qu'elle fait est dangereux, elle est sans doute sans filet et elle risque probablement sa vie en faisant ce numéro. Donc, toujours atmosphère conviviale, chaleureuse, particulièrement chez Renoir, où il n'y a jamais la désespérance, hein, chez Renoir, qu'il peut y avoir chez Degas, hein, qui est beaucoup plus sarcastique et beaucoup plus sombre dans son approche de la vie quotidienne. Alors ici, c'est le déjeuner des canotiers, qui avait inspiré aussi, vous vous souvenez, Genet donc dans, dans son film, j'ai un petit trou, mais vous allez le retrouver, qui se passe à Montmartre. Et là, c'est un tableau qui est conservé à la Phillips Collection, donc à Washington, qui est très très beau lui aussi, hein, qui est vraiment un des grands chefs-d'œuvre. Donc dans cette auberge de Chatou, dans cette guinguette où l'on vient manger, boire, discuter, se retrouver en amis, danser, hein, éventuellement séduire aussi, hein, donc chahuter, etc. Donc c'est vraiment la détente. Voilà, c'est Amélie Poulain, merci beaucoup, qui va être évoquée là. Et vous voyez qu'ici, il reprend donc comme modèle, vous avez la jeune fille avec le chien qui est donc sa compagne, Alice Charigot, avec son magnifique chapeau. Alors là, il s'en donne à cœur joie avec les chapeaux de paille, avec fleurs, sans fleurs, etc. Vous voyez aussi une nature morte qui est absolument somptueuse, hein. Il montre sa capacité à égaler les plus grands maîtres du XVIIIe siècle. Et puis, vous voyez qu'on voit se nouer des relations à deux, trois, etc., alors qui peuvent être amoureuses, qui peuvent être amicales, mais qui vraiment rendent toujours hommage à la subtilité psychologique des tableaux de Watteau, qu'il admirait énormément. Et c'est un Watteau, c'est pas du Puvis modernisant qui fait, hein, Renoir, c'est du Watteau modernisant qu'il rend avec justement un brio, une poésie dans la subtilité, vous voyez, du rendu aussi, de la lumière qui va être tamisée par les stores, hein, et qui va créer ces petits éclats de couleurs, ces petites taches orangées sur le torse et le marcel de notre canotier qui est à gauche, par exemple, ou sur la veste donc du jeune homme de droite qui commence à s'approcher de ce couple pour discuter. La jeune femme tout au fond à droite qui se bouche les oreilles parce qu'on doit peut-être faire des plaisanteries un petit peu graveleuses. Et l'autre jeune fille, encore une fois, la tête sur la main, donc dans l'attitude de la mélancolie, mais plutôt de la contemplation, hein. La mélancolie, ça peut être aussi la contemplation, c'est pas forcément triste, et c'est bien ce que veut souligner ici Renoir. Donc ce même Renoir qui va représenter les arbres au Moulin de la Galette, donc là encore une fois hommage à la tradition des frondaisons de Watteau, aux robes rayées de Watteau, qu'il va magnifier par des taches de lumière qui traversent les feuillages montmartois, et on retrouve derrière cette atmosphère joyeuse, bruissante, détendue, et ces couples donc qui se murmurent, ou des confidences. Et bien sûr, ici, donc son chef-d'œuvre, le bal du Moulin de la Galette, hein, qui se trouve lui aussi au musée d'Orsay. Et vous voyez là encore une grande composition. On reprend en fait le format quasiment de peinture d'histoire, avec un grand nombre de personnages. Donc il y a une véritable mise en scène, mais dans une scène que l'on pouvait contempler très couramment, donc par beau temps, dans le bal du Moulin de la Galette, et avec toujours cette atmosphère très joyeuse, ces clins d'œil
à la peinture de Watteau. Et puis, là, encore une fois, des éléments tronqués, vous voyez. Par exemple, vous allez voir à gauche, là, il y a une jeune femme, probablement une maman ou peut-être une nounou avec une fillette. Et vous voyez que, regardez, la figure de la jeune femme, elle est tronquée et la fillette est peinte très floue, beaucoup plus floue alors qu'elle est au premier plan que les personnages, vous voyez, du plan médian. Et ce qui permet aussi d'attirer notre œil sur le couple qui tourbillonne, parce qu'il y a vraiment cette notion de mouvement, de tourbillon, et toujours c'est magnifié par ces taches de lumière qui sont esquissées avec une subtilité qui a rarement été égalée, hein. Alors ce même Renoir, on va le retrouver au théâtre parce que là aussi, hein, l'univers du théâtre et de l'opéra est quelque chose de très important. Donc vous avez cette scène de loge qui est quand même une symphonie de noir et blanc absolument somptueuse, avec des ajouts de roses pour la carnation de la jeune femme, également les lèvres et les roses qui sont à la ceinture et dans la chevelure de la jeune femme. Mais ça, c'est le type de tableau qui n'était pas retenu pour les salons. Alors que au niveau facture, même si on a une touche impressionniste, c'est quand même décrit de façon suffisamment détaillée pour pas trop choquer le jury. Mais c'était le thème qui choquait. Parce que qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit ce qui se passait réellement au théâtre ou à l'opéra. Pourquoi on y allait? Pas forcément pour écouter de la musique ou assister à une pièce de théâtre, mais l'idée c'était de voir qui était avec qui, quelles étaient les intrigues et éventuellement d'exhiber une conquête. Et vous voyez cet homme, alors on ne sait pas s'il est avec sa femme ou avec des grandes horizontales qui faisaient partie quand même du standing, hein. C'est-à-dire que entretenir une femme très coûteuse, ça montrait aussi qu'on avait une assise financière forte. En tout cas, c'était censé le démontrer. Et vous voyez que cet homme, d'ailleurs, est assez mufle, en tout cas, parce qu'il est en train de lorgner avec ses jumelles, visiblement quelqu'un d'autre et quelqu'un qui est plutôt perché du côté du poulailler. Enfin, en tout cas, assez haut. Et la jeune femme elle-même, on sait pas si elle regarde quelqu'un qui est plus proche, si elle se laisse observer, si elle se laisse apprécier, parce que nous, Renoir nous met dans le regard du voyeur. On est en train de contempler et d'apprécier la beauté de cette jeune femme. Et c'est un thème qui a été repris aussi par Eva González. Donc, ce qui nous amène à parler quand même des femmes impressionnistes, parce que l'impressionnisme a intégré les femmes. Alors, il y avait d'autres femmes peintres hein, au 19e siècle, il y a toujours eu des femmes peintres, mais ce premier mouvement quand même d'avant-garde a intégré des femmes. Alors Eva González, elle a eu un destin assez tragique parce qu'elle est morte très jeune, elle avait un tout petit peu plus de 30 ans. Elle était proche, elle aussi, donc de Degas. Et vous la voyez ici, elle représente donc un peu la même scène que l'on a vue tout à l'heure, mais d'un point de vue différent. Donc déjà, on est un peu moins serré autour de la jeune femme. Elle aussi, elle a la même attitude pensive, elle a retiré ses jumelles et elle a un compagnon qui, lui, regarde ailleurs, mais pas à travers des jumelles. Et il y a aussi le fameux bouquet de fleurs qui d'ailleurs a les mêmes tons que la robe. Vous voyez, on a des bleus et des roses, donc on retrouve la même harmonie, toujours avec cette touche diffractée, cette très grande élégance. Et c'est vrai que ce bouquet est jugé comme ambigu parce que est-ce que c'est encore une fois une courtisane à qui on aurait envoyé un bouquet? Alors vous allez me dire, on pourrait faire ça à une maîtresse de maison. Ben non, on ne lui aurait pas envoyé un bouquet en plein opéra, certainement pas. Donc vous voyez que ça crée toujours une interrogation. En tout cas, ça peut poser question. Alors vous voyez ici, Marie Cassatt va représenter le même thème, mais elle représente sa sœur. Hein, donc elle représente sa sœur qui est à l'opéra, alors qui est vêtue, elle, en robe du soir, d'ailleurs, comme dans le tableau d'Eva González, c'est-à-dire que les robes sans manches, quand on a des manches, en général, c'est la journée. Bon, après, il peut toujours y avoir des exceptions. Et vous voyez qu'elle met un miroir, elle aussi. Elle a intégré le miroir dans l'arrière-plan, puisqu'on voit sa jeune sœur vue de dos. Hein. Donc, alors, elle est légèrement en contre-plongée. Alors, ce qui ferait penser que c'est plus un regard qui est moins un regard qui reluque plutôt qu'un regard de complicité, puisqu'après tout, c'est sa sœur. Sa sœur, elle est joyeuse, vous voyez, elle montre ses dents, hein, ce qu'on ne faisait pas toujours non plus. Elle est irradiée par la lumière du théâtre et elle est en train de passer en fait une bonne soirée, probablement avec des amis. Et ici, c'est toujours Marie Cassatt, et là, c'est intéressant parce que
elle nous montre là aussi une femme, mais probablement avec ce qu'on appelle le male, enfin le woman gaze, c'est-à-dire un regard féminin et non pas un regard masculin. Celui qui a un regard masculin, c'est l'homme qui est en train de la lorgner. Vous voyez au fond, à gauche, il y a un homme qui la regarde, hein, il la toise avec beaucoup d'effronterie. Donc lui, il a vraiment braqué sa jumelle sur elle, alors qu'elle, visiblement, elle regarde la scène. Probablement. Hein. Bon, après, vous allez me dire, elle regarde peut-être pas la scène. Et vous voyez qu'elle est habillée de façon assez sobre. Donc là, on est probablement dans la journée. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas une robe de soirée et qu'en plus elle a des manches. Et peut-être qu'elle allait au théâtre seule, mais c'est pas forcément une courtisane. Elle y va peut-être parce qu'elle aime le théâtre. Et par contre, elle va quand même être potentiellement considérée comme une femme disponible. Hein. Et c'est bien ce que montrent les regards, le regard de cet homme et le regard peut-être aussi de celui qui est derrière, qui est debout et qui regarde dans sa direction parce que ça étonnait quand même. Hein. Vous vous souvenez qu'en France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, une femme seule à un café, elle était assez couramment abordée. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Berthe Morisot, qui a été une des grandes protagonistes du mouvement impressionniste auquel elle a été fidèle pendant toutes les expositions, sauf l'année de la naissance de sa fille, c'est qu'elle, elle inverse aussi le regard. Puisque c'est elle qui peint, donc c'est elle qui va peindre son mari et non l'inverse. Et ça, c'est intéressant. Elle qui a été vraiment le modèle de Manet, elle épouse le frère de Manet, donc Eugène, et elle va peindre son mari. Hein. Donc elle le peint par exemple quand il s'occupe de sa fille, donc ce qui est très intéressant parce que ça a presque 150 ans d'avance. Hein. C'est le mari qui s'occupe de l'enfant alors qu'elle est en train de travailler hein, d'une certaine manière. Et là, elle peint son époux quand ils sont partis en voyage sur l'île de White et il est à l'intérieur et lui il regarde des femmes qui passent à l'extérieur. Donc on a un rapport presque inversé. Alors c'est sans doute pas conscient hein, de la part de Berthe Morisot, même si elle a été quand même très audacieuse puisqu'elle elle voulait faire une carrière de peintre alors qu'elle appartenait à un milieu de la bonne bourgeoisie et que ça se faisait vraiment pas. Donc c'était une famille assez ouverte qui avait voulu que les filles aient une bonne éducation, qu'elles travaillent dans leur passion pour la peinture puisque elles vont avoir des cours même de coraux. Mais quand sa sœur se marie, elle abandonne la peinture. Elle va continuer à peindre et elle se mariera tardivement et avec un homme qui va la laisser peindre. Hein, et donc qui est Eugène Manet. Alors donc vous voyez qu'elle lui rend hommage aussi, hein, probablement. Ça a dû être un mariage très harmonieux, même si lui est mort de façon précoce aussi. Et on a beaucoup dit qu'elle aurait peut-être été amoureuse de son frère, mais je sais pas si, enfin, si de toute façon Manet n'envisageait pas du tout d'épouser Berthe Morisot, mais je ne sais pas si elle aussi envisageait d'épouser Manet, parce que de toute façon, ça aurait certainement pas été un mariage heureux, alors que là, ça l'a été. Et ce qui est très beau, c'est, vous voyez, cette espèce de liberté encore plus radicale que les autres artistes, avec lesquels elle va rendre notamment, vous voyez, les rideaux. Et donc, vous voyez qu'en fait, les rideaux sont sur le même plan. Il y en a un qui est à droite, qui est très devant nous, en fait, et l'autre est très derrière, puisqu'il passe derrière la silhouette de son mari, lui-même vêtu d'une veste très claire, donc qui reprend ce camailleux blanc-gris légèrement doré et ourlé de dorure. Et vous voyez elle va très loin dans l'esquisse, hein, elle aussi, tout en structurant sa composition avec des grandes horizontales et les verticales des montants de la fenêtre. Donc, vous voyez que donc ça c'était une petite parenthèse sur le regard féminin. On revient au regard masculin, donc Degas qui va beaucoup représenter des scènes nocturnes et des scènes de café, de cabaret, etc. Parce que ça, c'est vraiment aussi le grand thème à la mode avec l'éclairage électrique. Donc, vous voyez, comme chez Manet, il y a une fascination pour ces espèces de sphères lumineuses, un éclairage qui défigure, hein, qui donne des tons verdâtres que Degas va vraiment accentuer. Vous voyez des points de vue aussi toujours en contre-plongée où là, c'est pas toujours l'apparence la plus gracieuse puisque vous voyez qu'il va presque nous montrer la glotte de la chanteuse, donc et ses narines qui paraissent très disproportionnées et en même temps il capte, vous voyez la concentration. On imagine aussi une voix un petit peu donc voyeuse, hein, donc avec une sorte de titi parisien même dans le chant et une partie des yeux qui part dans l'ombre. Et ça, c'est un hommage, consciemment ou pas, à Rembrandt, qui a été un des premiers à le faire. Donc, vous voyez qu'il va aussi travailler beaucoup sur le pastel parce qu'il commence à avoir des difficultés de vision. Et il joue vraiment, il y a une fascination pour le mouvement et cet éclairage artificiel. Donc, c'est vraiment, Degas va faire un pas de côté par rapport au travail sur la lumière naturelle de Monet, dont il est très éloigné. Alors, immense amateur d'opéra et de ballet, il va représenter aussi, il était très ami
du bassoniste qu'il représente au premier plan. Et là, encore une fois, vous avez cette vision métonymique, puisque au lieu, il aurait pu faire un tableau plus grand et intégrer les têtes des danseuses, et non. Il veut mettre l'accent sur la fosse d'orchestre, sur le musicien à qui il rend hommage, et les danseuses sont juste là, de façon d'ailleurs très légère et évanescente, donc pour évoquer cette idée du ballet. Alors, il a beaucoup représenté les danseuses, mais pas forcément sous un angle poétique, harmonieux, etc., mais vraiment en montrant la souffrance de ces danseuses. Donc il a vraiment bien le sentiment de ce que c'est cet entraînement, ce travail, etc. Et aussi les aspects les plus triviaux et les moins jolis de l'opéra à l'époque, c'est-à-dire le fait que la plupart de ces danseuses étaient prostituées, et souvent par leur mère. Puisque là, vous voyez la femme qui est à côté, probablement la mère ou la tutrice, enfin, en tout cas, elle accompagne. Et en fait, on poussait les jeunes filles, et notamment cette petite danseuse de Degas. Elle a été placée avec ses deux sœurs à l'Opéra de Paris par la mère, qui était ouvrière et fille-mère, et qui espérait que probablement ces filles se prostituent certes, mais trouvent un protecteur riche. Et donc, quand cette petite danseuse de Degas a été exposée, seule sculpture qui a été exposée de son vivant, en bronze, il y a eu une critique terrible qui disait qu'elle avait un mufle vicieux, cette petite danseuse de 14 ans. Sous-entendu, c'est elle qui pervertissait les vieux messieurs. Et donc il y a une historienne qui a fait une recherche sur elle, et elle s'est rendue compte que cette jeune femme, donc c'est là qu'elle a retrouvé l'histoire de cette jeune fille qui est morte à 21 ans de syphilis, dont la sœur a été aussi prostituée, et seule la troisième s'en est sortie en devenant professeure à l'opéra. Donc vous voyez des histoires qui sont terribles derrière cela, et que l'on retrouve de façon plus ou moins nette. Vous voyez dans ce magnifique, alors ça aussi c'est un magnifique tableau qui renvoie de nouveau à l'Olympia, puisqu'on a une jeune femme rousse qui rappelle évidemment Nana, et sensuelle en dessous, qui fait sa toilette avec sa houppette, et sous le regard émoustillé donc du client qui est assis et tronqué à droite. Et là aussi, vous voyez que le sofa est néo-rocaille. Donc néo-rococo, il y a une ondulation, et ça annonce effectivement ce renouveau qui influencera l'art nouveau d'ailleurs, pour le goût et la flexibilité de la ligne rocaille. Et vous voyez que là encore, japonisme aussi à l'arrière-plan. Donc c'est aussi un très très beau tableau de Manet. Et vous voyez qu'on revient chez Degas, et regardez, donc il va représenter justement ici cette poésie de la scène, mais vue toujours en décalage, de côté. Donc là, vue peut-être d'une loge de baignoire qui surplombe un tout petit peu la fosse d'orchestre, et qui voit la scène de côté. Et regardez ici, sur ce tableau-ci, toujours de Degas, il nous montre l'opposition entre la légèreté, l'élégance diaphane de ces silhouettes de danseuses sur scène, et en fait les gestes de fatigue, de bâillement, d'étirement, les pieds en canard, etc., des danseuses quand elles sont hors champ, donc en coulisses. Et regardez surtout les deux hommes vautrés, donc justement à droite. Et eux, ce sont les protecteurs en fait. Ces protecteurs faisaient souvent partie du Jockey Club, le Jockey Club qui était vraiment le club le plus huppé de Paris. Et il était de bien vu pour les membres de ce Jockey Club d'avoir des maîtresses parmi les danseuses de l'Opéra de Paris. Et c'est pour ça que même quand il y avait un opéra et pas forcément un ballet, au milieu de l'opéra, au début du deuxième acte, il devait y avoir un ballet. Ça, c'était incontournable. Et Wagner, qui n'a pas voulu se plier à la tradition justement de l'Opéra de Paris, donc quand il a monté Tannhäuser, il a essuyé mais un des pires scandales qu'il y a eu à l'Opéra de Paris, parce que on n'entendait plus la musique tellement il y avait des cris, des sifflements, des beuglements de la part du Jockey Club, qui n'admettait pas qu'un compositeur n'ait pas respecté cette tradition de montrer les petites danseuses, parce que l'idée c'était qu'on arrivait au deuxième acte et on montrait sa danseuse pour montrer qu'on était son trophée, d'une certaine manière. Et vous voyez qu'ici, c'est Jean Béraud qui reprend, vous voyez, un thème qui est un thème peint par Degas. Donc, vous voyez que Degas n'a pas le monopole de ces thèmes modernes. Vous voyez, Jean Béraud, il représente bien ces vieux messieurs avec des magnifiques favoris qui enlacent les tailles des petites danseuses. Et les danseuses plus jeunes pouvaient être reluquées par des œilletons lorsqu'elles se déshabillaient dans les vestiaires qui étaient réservés aux abonnés.
Et ça a été, ça c'est une tradition qui a été abrogée par l'IFAR pendant l'entre-deux-guerres. Donc vous voyez, ça s'est maintenu longtemps. Donc vous voyez qu'ici, Béraud, il n'est pas impressionniste, hein, il a une technique plus classique, il peint le même thème, mais c'est moins audacieux, hein, si on peut dire, même dans la technique, dans les cadrages, et il représente quand même nos danseuses élégantes et pas en train de se gratter le dos en bâillant comme l'aurait fait justement Degas. Alors je vais terminer en évoquant effectivement peut-être un des apports euh, les plus importants de la peinture impressionniste à l'histoire de la peinture en général, c'est notamment la série et l'influence, l'impact que va avoir Monet justement dans le domaine de la série et dans le domaine de l'influence sur l'abstraction lyrique américaine des années 40 et 50. Monet, vous vous souvenez, va s'intéresser de plus en plus aux paysages purs, hein, donc, et notamment aux paysages de sa Normandie natale que vous pouvez reconnaître là. Et il va aller souvent à Étretat, hein, donc en peignant, en se battant littéralement contre les éléments. Là, c'est très clairement ce que l'on voit ici, où on voit bien ce paysage balayé par le vent, la pluie et une mer qui se déchaîne. Et vous vous souvenez que l'idée dans la série, c'était de montrer aussi peut-être la quintessence d'un objet, c'est-à-dire l'essence, la quintessence et l'entièreté d'un objet. Parce que effectivement, très vite, indépendamment des critiques un peu littérales que l'impressionnisme a reçues, il va y avoir des critiques plus constructives de l'impressionnisme qui disaient que c'était un peu bas de plafond, un peu superficiel, c'était juste une sensation fugitive et que ça allait guère plus loin. L'un des premiers à avoir aussi émis cette critique, c'était Gauguin, hein, qui disait que l'impressionnisme était bas de plafond. Et c'est pour ça que lui va vouloir revenir au symbole, c'est-à-dire à l'idée auquel l'impressionniste avait tourné le dos. Évidemment, les impressionnistes sont conscients de ça, Monet en tête, hein, le prince des impressionnistes, et sa réponse, ça va être justement la série. La série, dans le rendu de ces paysages, vous voyez à quel point le même thème peut changer complètement avec une lumière différente et une atmosphère différente. Vous voyez, et ça c'est assez extraordinaire, même s'il va rajouter, vous voyez les embarcations protégées par la chaume sur le côté. Là, on a encore un paysage déchaîné, mais vous voyez qu'il y a une trouée de lumière qui va donc redonner sa structure et sa densité aux falaises crayeuses plutôt que de la dissoudre dans la pluie d'une certaine manière. Alors, d'une certaine manière, ces falaises sont en train de se dissoudre par l'eau. Vous voyez que le point de vue est pas tellement différent et il renouvelle complètement le thème, hein. Et c'est bien une démonstration extraordinaire, au point que finalement le sujet va finir par plus avoir d'importance. Et ça, il va le démontrer à travers les séries des peupliers, des cathédrales et aussi à travers les meules, alors qui sont pratiquement un non-sujet parce qu'il n'y a pas plus prosaïque et inintéressant que de peindre une meule. Cela dit, ça avait quand même été peint par Millet, hein, qui lui va rendre hommage aux travailleurs de la terre. Alors chez Monet, il n'y a pas du tout l'idée de rendre hommage au monde paysan, je pense pas, avec lequel il y avait peut-être des petites tensions parce que évidemment ça démangeait les paysans d'abattre de déplacer les meules ou d'abattre les peupliers que cet artiste qui venait de s'installer là et qui n'était pas toujours très apprécié. Hein. Le jardin de Monet posait problème avec ses essences exotiques, ça inquiétait quand même hein, les paysans. Il avait aussi fait détourner un petit peu le cours de l'Epte, enfin bon, un des bras. Donc vous voyez que c'était un Parisien, il arrivait de Paris, hein, donc voilà, il n'était pas du coin. Donc on peut pas dire qu'il ait suscité des sympathies extrêmes, mais il va s'attacher à ce thème de la meule qui effectivement peut être considéré comme sans aucun intérêt. Et ça, c'est le génie des immenses artistes, c'est de magnifier leur sujet et de leur donner à la fois de la dignité et surtout de les faire évoluer. Et vous vous rappelez peut-être que dans sa jeunesse, Kandinsky a eu un choc esthétique très très important en voyant donc un tableau qui représentait une meule de Monet. Là, il s'est rendu compte que le sujet, finalement, c'était pas une fin en soi en peinture et qu'on pouvait même s'en passer hein, d'une certaine manière. Et c'est vraiment cette symphonie chromatique avec ces touches qui dansent, vous voyez, et cette couleur pure qui va se superposer, vous voyez, dans la façon dont il va jouer au premier plan sur des empattements, sur des coloris qui vont se contraster. Vous voyez, la meule, elle est éclairée par une lumière de fin d'après-midi et elle va presque devenir incandescente.
incandescente. Et pour renforcer cette incandescence, on va jouer sur les complémentaires mauve-bleu au niveau inférieur. Et on retrouve des éléments de la couleur complémentaire dans le rouge orangé de la meule. Donc c'est quelque chose qui avait déjà aussi bien saisi justement Seurat. Mais par contre, la touche n'est pas régulière. Elle va être plus longue, plus courte, donc en virgule, légèrement justement droite. Enfin bon. Et vous voyez qu'à l'arrière-plan, il y a presque une sorte de fondu plus subtil, des coloris dont la saturation va aller en s'atténuant, hein. Donc il va désaturer les couleurs. Vous voyez ici, même meule, mais vue sous la neige, avec une ombre très épaisse, très profonde. Et ça, c'est la même gamme chromatique qu'il va utiliser un an plus tard pour donc les cathédrales. Alors, vous voyez ici cette fameuse série aussi sur les peupliers. Et donc, vous voyez on a toujours un point de vue là aussi très japonisant, hein, puisqu'on ne voit pas les peupliers du premier plan jusqu'à la cime. On a vraiment cet effet métonymique, cette espèce aussi de coup de fouet, de style coup de fouet pratiquement, hein, dans la composition. Et bien entendu, les cathédrales de Rouen, qui va peindre essentiellement en hiver. Et là, encore une fois, on voit qu'il dissout la forme dans la lumière ou dans l'ombre, puisque là, vous voyez que dans cette cathédrale-là, l'ombre est en train de monter, hein, donc progressivement et d'avaler pratiquement justement cette cathédrale qui va incarner normalement un amer, qui incarne aussi une sorte de point de repère, hein, donc sur le plan religieux, sur le plan mystique, dans le centre de la ville, etc. Et là, cette cathédrale devient une fantasmagorique, justement dentelle de pierre, qui rougeoie, qui poudroie d'une certaine manière ici, et qui peut pas capter dans son intégralité une nouvelle fois. Donc, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recul, mais il aurait pu après recomposer, hein, puisqu'il retravaille en atelier et c'est ce qu'il ne veut pas faire. Et donc, à partir du moment où il s'enracine à Giverny, il gagne mieux sa vie, il peut voyager. Et donc, c'est là qu'il va pouvoir approfondir justement la tradition de la série avec l'une de ses plus belles séries qui est celle des 30 tableaux qu'il a consacrés à la cathédrale de Rouen et qui est un peu aussi comme des variations, hein. Quand un artiste donc travaille sur le plan musical, on va faire ces variations, revenir, varier, modifier, faire ses pas de côté. Et évidemment, son testament artistique va être les nymphéas, donc immense hommage qu'il rend à sa demeure, à son jardin, son jardin qui est un prolongement de son œuvre, qui est prolongement de sa peinture et source d'inspiration pour sa peinture, hein. Quand vous allez à Giverny, c'est vraiment pour voir aussi les allers et retours entre les deux. Et le jardin n'est pas inférieur à la peinture, hein, chez Monet, c'est vraiment justement son prolongement. Et vous voyez qu'il va modifier progressivement les formats en évoluant notamment vers le format carré, en focalisant de plus en plus sur le jardin et sur le reflet, sur l'eau, peindre l'impossible en supprimant quasiment toute ligne d'horizon et donc en vous donnant cette impression immersif. Donc lui, il avait aussi compris ce que c'était qu'une expérience immersive, c'est-à-dire qu'on n'a plus forcément de point de focalisation non plus, hein. On n'est plus à l'extérieur comme si on regardait, on est mis à distance par la perspective justement du tableau, on est en fait à égalité et confondu dans le paysage lui-même. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait faire, hein, c'est de laisser, vous voyez, ce reflet d'une partie du ciel dans ces nymphéas à différentes heures du jour et donc du crépuscule. Et donc c'est ce sujet auquel il était particulièrement attaché qu'il va vouloir laisser en cadeau à la France, vous vous souvenez, avec les magnifiques nymphéas donc de l'orangerie, qui est une expérience aussi immersive. Et ce qui est très intéressant, c'est que Monet, qui avait été quand même à l'avant-garde, on va avoir le sentiment qu'il a été dépassé, hein, par les nouveaux courants comme le symbolisme, par Gauguin, par les recherches de Cézanne, par ensuite les avant-gardes du début du XXe siècle, hein, du fauvisme au cubisme, en passant par l'abstraction et le dadaïsme, il est encore vivant, hein, pour le début du surréalisme. Et on a considéré à la fin de sa vie, comme Picasso, qu'il était dépassé, que donc il n'avait plus rien à dire et qu'il avait finalement prolongé sa peinture, qu'il serait mort 20 ou 30 ans avant, ça n'aurait rien changé à l'histoire de l'art. Et en réalité, on s'est rendu compte, et c'est vrai que c'est un des biais de recherche de l'histoire de l'art et qui est né aux États-Unis assez logiquement, hein,
de démontrer que ces séries sur les nymphéas, sans point de focalisation, avec des formats de plus en plus grands, sur des sujets finalement de plus en plus petits, qui frôlent l'abstraction, hein, au fur et à mesure que l'œil de Monet aussi se fatigue et est touché, vous le savez, par des problèmes de cataracte. Eh bien, mais en même temps, il avait déjà frôlé le non-sujet, hein, auparavant. Eh bien, ça va avoir un impact très fort sur les peintures, donc les all-over, hein, ce qu'on a appelé les peintures all-over, donc où finalement les tableaux n'ont ni début ni fin, pourraient s'étendre presque à l'infini, comme les nymphéas de Monet, aller du microcosme au macrocosme, et comme le démontre justement le dripping et la peinture psychédélique de Jackson Pollock avec le Number One, conservé donc au muséum, donc au musée d'art de Californie à Los Angeles, et qui doit beaucoup à l'œuvre. C'est pas une copie de Monet, mais cette liberté par rapport au sujet, par rapport à la focalisation, par rapport même au format, puisque vous vous souvenez que Pollock peint par terre en fait, hein, et donc la toile est par terre, et ça va inspirer aussi d'autres artistes qui sont les néo-dadaïstes de l'époque, hein, donc les futurs pop-art, Jasper Jones, qui rend hommage à la carte des États-Unis. Vous pouvez redeviner la carte des États-Unis avec ses États, mais en même temps, vous pouvez aussi considérer ce tableau comme une espèce de color field, donc d'immenses champs chromatiques, qui n'a ni début ni fin. Et donc, pour terminer, puisqu'il y a eu la très très belle exposition Rothko, qui est à la fondation LVMH et qui est en train de s'achever, eh bien, ce principe immersif, il va être donc repris, et dans sa quintessence, et c'est sa quintessence la plus métaphysique et la plus mystique, par Mark Rothko, qui avait évidemment une grande admiration pour l'œuvre de Monet, et qui voulait retrouver cette notion de contemplation silencieuse et éthérée, justement dans ces compositions qui étaient destinées normalement à être vues dans une salle, et donc dans une atmosphère calme, silencieuse, et c'est sans doute le plus bel hommage qu'on ait pu rendre justement à Monet et à l'héritage de l'impressionnisme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais regarder s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Alors, la conférence de Tatiana, il faut regarder sur le site, je ne connais pas la date. Voilà. Et il y a le replay. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver avec les propositions qu'Internet vous fait autour de l'impressionnisme. Je vous remercie beaucoup.